on va commencer, je pense. On est déjà pas mal, 26 participants. Je vais vous demander à tous de fermer les micros, vous mettez sur mute et de ne pas intervenir sur l'écran. Voilà, le partage d'écran est activé, mais je vous demande de ne pas écrire sur l'écran et pour le moment de couper les micros. Alors, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors, Monsieur Borowski, par exemple, si vous pouvez couper votre micro. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être reprendre la main comme animatrice, Monsieur Glazel, pour pouvoir couper les micros, si ça vous dérange. Je peux le faire si vous voulez. Voilà, je veux bien. Je muette tous. Voilà. Ça y est, j'ai tout mis en muet. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai rallumé le mien. On va recommencer. Voilà. Alors, merci à tous d'être là, de participer à cette conférence. Je pense qu'on devrait commencer par présenter notre intervenant, Hervé Glazel. Merci, Monsieur Glazel, d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Hervé Glazel est neuropsychologue, spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent. Il est le fondateur et le directeur des écoles du CEREN. Il a créé le CEREN en 2008 et a ouvert sa première école en septembre 2010. Monsieur Glazel sort de l'école polytechnique et après une carrière dans l'entreprise, se passionnait de sciences cognitives et se spécialise dans les questions du développement de l'enfance et d'éducation et obtient un master de neuropsychologie. Donc, il a écrit des livres, dont Une école sans échec, et en particulier un livre sur la conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant et la prise en charge adaptée. Alors, Monsieur Glazel nous a aidés lors du premier confinement à créer une classe spécifique. À ce moment-là, je l'ai contacté en lui demandant s'il pouvait nous donner quelques conseils à l'Alliance Rachi pour des élèves en difficulté. À cette occasion, qui était un contexte très particulier, il a accepté et il a formé en distanciel 6 enseignants à la prise en charge de ces élèves en difficulté à partir de leur bilan justement neuropsychologique et de leur dossier scolaire. Cette collaboration dans l'urgence de la situation a été extraordinaire pour nous parce qu'on avait vraiment une aide incroyable et ça nous a donné l'idée de poursuivre ce travail de sensibilisation pour les élèves en difficulté, les élèves qu'on dit neuroatypiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue un travail commun, aussi bien dans la formation que dans la sensibilisation, qui est, à mon avis, très, très, très important et indispensable dans l'école. Mais je vais donner la parole à M. Glazel qui va peut-être poursuivre sa présentation et commencer cette conférence. Merci. Au contraire, merci beaucoup, Mme Borgel. Effectivement, ça va être avec très grand plaisir que j'ai passé du temps avec vos enseignants, à évoquer le cas de plusieurs élèves et puis de réfléchir ensemble à la manière de les accompagner au mieux, puisque en fait, vous me disiez que c'était les premiers à avoir décroché lors du confinement et que donc il fallait trouver une solution pour les rattraper, puisqu'on sait que les enfants à besoins particuliers, pendant cette période particulière, ont été probablement ceux qui ont été le plus défavorisés en fait par cet enseignement atypique, etc. Donc beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. Puis ensuite, vous avez eu la gentillesse de m'inviter à une réunion pédagogique où j'ai beaucoup de plaisir à partager avec votre équipe qui est extrêmement vivante d'enseignants. Toute une journée, une après-midi de réflexion autour du repérage et du suivi pédagogique des enfants 10, des enfants ayant des troubles spécifiques des apprentissages. Et puis, en discutant ensemble, on s'était dit que probablement l'ensemble de la communauté de l'Alliance aurait peut-être intérêt à finalement participer à cette réflexion
et puis en particulier à mieux comprendre ce qui me passionne aujourd'hui, hein, c'est l'apport des neurosciences dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je partage mon travail sur 3 piliers. D'abord, un pilier clinique, où en fait, je fais des bilans neuropsychologiques avec une équipe de 5 neuropsychologues, où on élucide à la fois les points forts et les fragilités des enfants qui nous sont confiés, pas seulement ceux de l'école, hein, mais aussi en fait des familles qui nous sollicitent de l'extérieur. L'animation d'un certain nombre d'écoles à Paris et à Lyon qui accueillent des enfants présentant des troubles des apprentissages. Et enfin, j'essaie de garder un pied dans la recherche. Du reste, on suit depuis cette année une première thèse autour des modèles approfondis de la dyslexie avec un laboratoire prestigieux, celui de Stanislas Dehaene, dont je vous parlerai tout à l'heure, autour donc de ces modèles avancés autour de la lecture. Voilà, donc grand plaisir de partager tout ça avec vous. Alors j'ai préparé un certain nombre de diapositives. Je crois que l'idée, c'est en fait, malheureusement, j'adore en fait quand l'auditoire peut participer, poser des questions, m'interrompre, ça rend les choses beaucoup plus vivantes, c'est beaucoup plus difficile dans le contexte actuel. Donc vous avez un chat, vous avez de la conversation et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans ce fil de conversation. Aline Borgel m'interrompra de temps en temps pour mettre un petit peu d'oxygène dans cette présentation. Et puis, évidemment, on répondra à toutes vos questions. L'idée, c'est environ 3/4 d'heure à 1 heure de présentation et une grosse demi-heure de discussion. Voilà, vu le nombre qu'on est, on pourrait éventuellement ouvrir les micros, mais c'est Madame Borgel qui décidera. Et en tout cas, écrivez vos questions au fur et à mesure, parce que sinon, vous risquez de les oublier et ce serait dommage. Hein, donc, notez-les et on pourra de ce fait y répondre. Voilà, donc neurosciences et éducation, qu'est-ce que je veux bien dire? Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de tout ça. Moi, quand j'ai commencé ce métier il y a 12 ans, c'était absolument pas, comment dirais-je, au premier plan. Hein, et on en parlera dans 2 minutes au sujet de l'évolution incroyable de la perception qu'on a aujourd'hui du développement de l'enfant et de l'éducation. Mais à l'époque, effectivement, les neurosciences n'étaient pas au premier plan. Aujourd'hui, on ne cesse de parler de neuroéducation. On parle beaucoup en fait d'enfants autistes, voire besoins particuliers, d'enfants neuroatypiques, etc. Et donc, évidemment, c'est un sujet dont vous avez entendu parler. L'idée, c'est qu'en tant que scientifique, ce qui m'intéresse aussi, c'est de transmettre des données un peu sérieuses hein, dans le domaine et de vous faire partager ce qui me passionne aujourd'hui, hein, c'est cette fécondation de l'éducation par les neurosciences. Alors, pourquoi tout ça hein je vais essayer de passer à la slide suivante, si ça veut bien. Voilà. Donc, il y aura 3 grands pans hein, dans ma présentation. On rentre maintenant dans un système éducatif basé sur les preuves, et je vais expliquer ce que ça veut dire. J'essaierai de toucher du doigt donc, ce que les sciences cognitives et les neurosciences ont en fait comme apport dans les pratiques pédagogiques, et enfin, pourquoi ça a un impact pour tous les élèves, et particulièrement pour les plus fragiles, ceux qui présentent des troubles des apprentissages. Alors donc, ce que je disais, c'est qu'on assiste, et ça c'est assez excitant, à un lent changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de posture, si vous voulez, par rapport à l'éducation. Pendant longtemps, on a dit l'éducation, c'est un art. On est bon enseignant ou on ne l'est pas, on l'a, on n'a pas. Hein. Et tout ça, c'était un petit peu comparable à ce qu'on disait au 19e siècle de la médecine, hein, où c'était un art, c'était en fait, c'était pas une science, et au bout du compte, on ne s'appuyait pas sur des données scientifiques, mais sur des méthodes plus ou moins empiriques, plus ou moins validées. Et bien en fait, ça a complètement cédé, hein, puisque la médecine aujourd'hui, personne n'imaginerait d'accepter une nouvelle thérapie sans qu'elle ait été totalement en fait prouvée. Hein, on le voit d'ailleurs en ce moment avec ces questions de vaccins. Tout ça est très au premier plan de nos préoccupations aujourd'hui, mais c'est la même chose pour l'éducation. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui evidence-based education, c'est-à-dire l'éducation basée sur les preuves. On n'est plus simplement en train de dire « Oh là là, tout ça, ça m'a l'air très intéressant, on devrait faire comme ceci, ça c'est une excellente idée », mais en fait, on peut avoir une bonne intuition, mais toute la partie très riche aujourd'hui de ce lien et de cette communication entre neurosciences, sciences cognitives et éducation, c'est qu'on peut prouver ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on peut aller depuis le neurone, j'ai presque envie de dire, jusqu'à l'aspect, en fait, évidemment, à l'enfant, hein, l'enfant lui-même, et enfin au système macroscopique, système éducatif, pour se dire qu'est-ce qui va marcher au niveau de chaque enfant, mais aussi au niveau du système, et donc pouvoir, de ce fait, ancrer les choses dans des preuves. C'est très important
parce qu'il faut considérer que les enjeux sont colossaux. Il y a plus de 12 millions d'élèves en France, il y a 1 million d'enseignants, dont 850 000 enseignants. Ça correspond à la moitié du budget de l'État et ça correspond à un quart de notre vie. Donc, il serait quand même important, si vous voulez, qu'on sache ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que sinon, et on voit bien que les entreprises font très attention à fabriquer des produits élaborés mais qui sont validés, et alors qu'on ne fait pas ça pour l'éducation. C'est un peu dommage et c'est même en fait même dangereux. D'où l'idée, si vous voulez, effectivement aujourd'hui de régler ces enjeux en essayant de trouver des solutions pour prouver que tel ou tel type en fait de décision est la bonne. Je prends par exemple un exemple, quand en fait un gouvernement a retiré le mercredi. C'est-à-dire qu'en fait, la semaine d'école était de 4 jours par semaine. Et bien, en fait, ils auraient bien fait d'écouter finalement la communauté scientifique qui prouve qu'il faut étaler les enseignements et non pas en fait les concentrer sur 4 jours. 4 jours et demi, c'est bien mieux, si vous voulez, que 4 jours. Et ça, c'est étudié autour du rythme des enfants, de la fatigabilité et en fait de la capacité du cerveau à apprendre. Donc vraiment, en fait, aujourd'hui, il y a plein de décisions qui peuvent en fait donner lieu à un débat et donner lieu à une confirmation scientifique. Et c'est de ça dont on va pouvoir parler. Alors voilà quelques idées sur ce qui marche et à quel coût. Parce que là aussi, on est dans un système éducatif, si vous voulez, qui est massif, mais aussi qui est très dispendieux. Donc l'idée, c'est qu'il faut savoir trouver un équilibre entre ce qui va être efficace et ce qui va être coûteux. Alors, il y a des bonnes nouvelles dans tout ça, parce que là, vous avez en fait dans ce tableau des idées, et d'un côté, vous avez le chiffre, c'est le nombre de mois gagnés en termes de délai d'apprentissage pour l'enfant, et à côté, les dollars, c'est le coût. Eh bien, vous voyez en fait que ce qui marche le mieux, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc, c'est quand même une super bonne nouvelle. Par exemple, quand en classe, l'enseignant donne systématiquement un retour d'information, un feedback à ses élèves de manière appropriée, eh bien, en fait, l'enfant va gagner jusqu'à 9 mois d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il va gagner, en fait, il va anticiper ses apprentissages de 9 mois. Ce qui est colossal, c'est quasiment une année scolaire. Et ça signifie, en fait, que l'enseignant doit être entraîné à pouvoir accueillir l'erreur et donner, en fait, un retour d'information précis, spécifique à l'enfant. Donner aussi des stratégies à l'enfant de penser à la manière dont il apprend. C'est des manières en fait extrêmement efficaces qui peuvent faire gagner jusqu'à 8 mois d'apprentissage pour un coût faible. Enseigner en fait, faire travailler les enfants ensemble, on sait que c'est compliqué. Beaucoup d'enseignants hésitent et c'est vrai, c'est complexe. Il faut apprendre aux enfants à travailler ensemble quand ils sont en petits groupes. Et bien là aussi, ça fait gagner du temps et pourtant en fait le coût n'est pas énorme. Alors que de l'autre côté, si vous voulez, vous avez des choses qui sont extrêmement coûteuses avec finalement des effets faibles. Par exemple, couper les classes en deux, ce qu'on a voulu faire, ça coûte très 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 cher et pourtant l'impact est médiocre. On peut avoir encore d'autres choses, améliorer les bâtiments ou augmenter la quantité de personnel. Ce n'est pas forcément ça qui en fait aide le mieux. Tout ça, ce sont des données qui sont confirmées par toute une série d'études, surtout en Angleterre, puisque ça vient d'un centre qui s'appelle Educational Endowment Foundation, qui fait des études randomisées sur tout le système éducatif anglais et qui a pu en fait prouver tout cela, sachant que d'autres pays évidemment l'ont mis en place et ont pu prouver la même chose. Mais donc repeindre les murs, modifier en fait les bâtiments, couper les classes en deux, ça marche pas bien et ça coûte très cher. On voit bien que donc ce sont les techniques d'enseignement, c'est la pédagogie qui est au premier plan et que la manière dont un enseignant va s'adresser finalement à ses élèves va donner toute la différence finalement par rapport au temps gagné d'apprentissage. Et ça finalement, c'est cette méthodologie scientifique qui nous permet de le confirmer. C'est ça, si vous voulez, un premier pas, évidemment, dans ces preuves et qui sont nourries par ce nouveau paradigme des neurosciences et des sciences cognitives par rapport aux stratégies d'enseignement. Alors, les apprentissages, d'abord, ça se fait comment? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est dans un changement de paradigme, parce qu'il y a encore 10 ou 15 ans, quand j'ai commencé, si vous voulez, c'était quand même hier, 10 ou 15 ans, et bien en fait, en France en particulier, on considérait que tout ça, ça passait par le désir d'apprendre, par le fait, si vous voulez, que l'enfant devait être dans une posture dans laquelle il devait avoir une appétence. Et tout ça était très psychologisé.
si l'enfant avait une mauvaise relation avec ses frères et sœurs, ou s'il y avait eu une rupture dans la famille, ou s'il y avait en fait un deuil, etc. Immédiatement, on psychologisait. Et si un enfant n'apprenait pas à lire, c'est parce qu'effectivement, il y avait un problème psychodynamique, psychanalytique qui pouvait en fait en être la cause. Aujourd'hui, évidemment, on ne dénie absolument pas la dimension psychologique de l'enfant, hein, mais on se rend compte que c'est ce qu'on appelle une forme de réductionnisme, c'est-à-dire de simplifier les choses et de les réduire à une seule dimension. Et on verra qu'il faut penser l'apprentissage de manière beaucoup plus large. Et le premier organe, si vous voulez, de l'apprentissage, c'est le cerveau. Hein. C'est qu'on apprend avec notre cerveau. Avec tout ce qui fait notre personnalité, c'est vrai, mais le cerveau, c'est l'organe de l'apprentissage, c'est le conduit par lequel on va, si vous voulez, pouvoir assimiler des choses et les transmettre. Donc, en fait, c'est d'abord une affaire de cerveau et donc une affaire de neurosciences. Et on s'y retrouve hein, avec cette idée de se dire que mieux on comprendra la manière dont fonctionne le cerveau et plus on sera à même de bien comprendre comment transmettre, apprendre et évidemment, hein, dans le but de donner à chaque enfant toutes les chances de développer son plein potentiel, hein, parce qu'on en est là. Hein, le système éducatif, il est là pour donner toutes ses chances à chacun et de lui donner à il ou elle l'ensemble des chances de valoriser en fait ses aptitudes. Donc c'est bien une affaire de cerveau et donc on va parler donc de cette question, comment fonctionne le cerveau et comment peut-on optimiser la manière dont on va finalement s'adresser à ces questions de façon à aider, simplifier, soulager et enrichir, si vous voulez, la dynamique d'apprentissage. Donc, les apprentissages, ce sont des traitements cérébraux sophistiqués, bien entendu, mais qu'on commence à bien comprendre. Certains d'entre eux de ces traitements sont dits modulaires, c'est-à-dire qu'il y a une aire spéciale du cerveau qui sert en fait à apprendre tel ou tel domaine. Par exemple, quand on apprend à parler, en fait, on mobilise deux aires particuliers du cerveau. Ça ne se fait pas n'importe où, et donc ce sont des aires spécialisées qui vont graduellement en fait s'enrichir pour nous permettre de comprendre et de parler. Évidemment, l'éducation, c'est tout dans le langage. Donc, on voit très bien que de mieux comprendre comment fonctionne le langage va nous aider. Toutes ces fonctions, elles sont modulaires, mais elles ne sont pas indépendantes. On ne voit pas les réalités, si vous voulez, comme fragmentées, comme un puzzle. On l'aperçoit, si vous voulez, comme complètement intégrée. Et donc, toutes ces différentes compétences modulaires, elles vont être, si vous voulez, en communication. Et donc, elles doivent coopérer harmonieusement. Et ça, c'est donc un deuxième point, c'est cette sorte de coordination de ces différentes compétences. Et enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si une étape en fait, de l'apprentissage est mise en échec, eh bien, ça peut être l'ensemble en fait, du traitement et de cet apprentissage-là qui peut être mis en difficulté. On verra qu'il y a toute une cascade finalement de traitements dans l'apprentissage et dans chaque tâche scolaire, et que s'il y en a une qui coince, eh bien, c'est peut-être l'ensemble en fait, de la démarche qui va aller dans l'échec. Donc, il faut bien comprendre cette indépendance, si vous voulez, des traitements, ce qui va nous être très utile. Par exemple, si on a un trouble, ça veut dire qu'on peut avoir une difficulté quelque part, alors que tout le reste, si vous voulez, est préservé. Mais bien comprendre, si vous voulez, que cette autonomie nous permet d'analyser les tâches scolaires de manière indépendante et d'en extraire, si vous voulez, les différents aspects pour bien s'assurer, si vous voulez, qu'on transmet les enseignements de la manière la plus adéquate possible et qu'on n'obscurcit pas cette transmission. Quelques images de traitement qui montrent que c'est modulaire. Hein. Je ne sais pas si vous voyez en fait ma petite souris qui bouge. Là, vous avez en fait, Madame Borgel, vous voyez ma souris? Oui, 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 on voit votre souris, ce que j'allais vous dire, et on voit les aires qui sont allumées en Exactement. rouge ou en jaune. Tout à fait, absolument. Vous avez tout à fait saisi. Vous avez en fait une image reconstruite, bien entendu. Je vous rassure, votre cerveau ne s'allume pas comme une lampe, hein, comme ça, mais quelque part, on va donner des tâches à faire à la personne dans le tube de l'IRM. On va découvrir en fait que quand il fait certaines tâches, certaines aires ont besoin de plus d'oxygène et que donc, il y a un certain nombre de signaux qui s'allument. Ici, en fait, on voit que ce qu'on leur a demandé, c'était une tâche langagière, parce que là, c'est l'aire de Broca. La personne parle. Et donc, ça, c'est l'aire expressive du langage. Ici, elle comprend, c'est l'aire en fait réceptive du langage. Donc, on est capable maintenant, in vivo, de savoir où ça se passe. Là, c'est la maturation du cerveau. Ici, c'est la connectivité du cerveau. Là, ce sont les signaux corticaux et donc qui permettent de mesurer un certain nombre de choses à la surface du cerveau. Donc, on est capable, avec ces outils, de mieux comprendre finalement qu'est-ce qui est mobilisé quand on travaille. Là-dessus, cette belle touffe là de fibres, c'est ce que vous avez dans la tête.
Et donc, ce sont ces fameuses autoroutes de l'information qui vont lier les aires entre elles, ces fameux modules, si vous voulez, qui sont autonomes et qui sont connectés, hein, et qui sont très redondants, de façon à ce que si certaines fibres dysfonctionnent, eh bien d'autres vont prendre le relais. Et donc, cette sorte de masse en fait, de fibres va permettre à ce que le cerveau soit très intégré en termes de fonctionnement, bien que chaque aire indépendante va être autonome et pourra éventuellement dysfonctionner de manière élective ou être sollicité de manière élective. Tout ça, en fait, si vous voulez, c'est un peu indifférencié, mais on peut aller beaucoup plus loin. Là, par exemple, vous avez une image du cerveau avec les aires réceptives du langage qui sont donc ces aires, qui sont ici, là, les aires du langage que j'ai montré tout à l'heure, qui sont réceptives, là, expressives, et vous avez un gros paquet de fibres qui font communiquer, en fait, les aires réceptives du langage quand on comprend avec les aires expressives, et donc on n'a pas l'impression qu'on utilise un bout de cerveau quand on parle et un bout de cerveau quand on écoute, si vous voulez. Tout ça est intégré parce qu'évidemment, ça communique. Et on est capable de l'extraire dans le cerveau, ces fameux faisceaux arqués, c'est qu'on a été capable de le sortir de cette grosse touffe en fait, de fibres que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des outils qui nous permettent de valider ce qu'on dit au niveau du fonctionnement du cerveau et ça va beaucoup nous aider dans la compréhension des apprentissages. Alors ça, c'est un exercice que j'avais proposé aux enseignants en fait, de votre école et qui permet de réfléchir à une tâche scolaire et donc de justement la découper en sous-tâches pour comprendre en fait qu'est-ce qui est sollicité quand on fait travailler l'enfant. La tâche, elle est simple, c'était poser et résoudre une addition. Hein. Ça veut dire, par exemple, si je dis 25 plus 8 à l'enfant, prends ton cahier, note 25 plus 8, ça fait combien, et résous cette opération. Mais qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? Eh bien, en fait, d'abord, l'enseignant va émettre du langage. Hein, on n'est pas encore en train de faire des maths, on est en train de comprendre une consigne. Et donc, l'enfant va écouter et comprendre une consigne. 25 plus 8, ça fait combien? Ensuite, je vais demander de prendre son cahier. Donc, quelque part, il va d'abord en fait être obligé de transformer ces mots, ce sont des mots, 25 et 8, en symboles. Hein. 25, 2 et 5, 8 et le signe de l'addition. Donc, il y a une première transformation à réaliser. Tout ça, il va devoir le poser sur le papier. D'accord? Donc là, il va faire des mouvements, des gestes, il va s'organiser dans l'espace. Puis, il va écrire poser 25 plus 8 et correctement les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines. Et puis, ça va permettre de ce fait de poser ces éléments sur le papier, d'accord? Et grâce au fait qu'on aura noté l'opération, on va pouvoir en fait effacer le contenu de notre mémoire de travail, parce que sinon, ça va être très coûteux de garder cette opération en tête pendant toute la tâche. Grâce à l'écriture, je soulage ma mémoire. Et puis à partir de là, je vais aller chercher la technique de l'addition. Il faut que je commence par les unités, que je garde bien les retenues, que je prenne les dizaines et que j'avance comme ça, pas à pas. C'est donc une procédure que je dois déclencher. Et cette procédure, une fois que je la déclenche, eh bien, ça me permettra effectivement de commencer par les unités, par les dizaines, passer aux dizaines, etc. et d'arriver au résultat. Voici en fait toute une cascade, si vous voulez, de traitement. Et vous voyez bien que quand j'ai demandé à l'enfant de poser et résoudre 25 plus 8, ça fait combien? Eh bien, on a fait très peu de maths. Hein. On a fait des maths quand on a transformé 28, le mot, si vous voulez, en symbole, et on a fait des maths tout à la fin quand on a, en fait, finalement, fait le calcul 5 plus 8, ça fait combien? Mais tout le reste du temps, on a demandé à l'enfant de faire une foule d'autres choses. Hein. Et je vais le résumer, si vous voulez, sur ce tableau, hein, c'est que l'enseignant va émettre un discours, hein, c'est du langage, que l'enfant va comprendre, l'enfant va ensuite mobiliser un traitement numérique, si vous voulez, où il va transformer des mots en chiffres, et qu'il va ensuite traiter de manière visio-spatiale sur l'espace de la feuille, qu'il va ensuite écrire, hein, donc tout ça, ce n'est pas des maths. Enfin, il va utiliser ces systèmes de mémoire pour aller chercher la procédure de l'addition. Il va déclencher cette procédure et il va arriver au résultat. Dans tout ça, on a fait très, très peu de maths, seulement, si vous voulez, dans cette transformation des mots nombres en chiffres et dans le traitement numérique. Ça veut dire que quand un enfant échoue à cette tâche, il n'est pas du tout dit qu'il est mauvais en maths ou qu'il ne sait pas faire. Il n'est pas impossible qu'il n'ait pas compris la consigne, pas entendu la consigne pour des questions d'attention, qu'il ait des difficultés d'écriture ou d'organisation dans l'espace, qu'il a perdu, si vous voulez, en mémoire la procédure de l'addition ou qu'il est très désorganisé et qui commence par les dizaines plutôt que par les unités.
mais on voit bien, si vous voulez, que ce n'est pas parce qu'il serait mauvais en maths qu'il n'y arriverait pas. Hein. Donc, c'est ça, en fait, que nous permet les sciences cognitives, c'est de découper les tâches, de mieux les comprendre, de les valider et peut-être de soulager certains enfants d'une certaine phase, si vous voulez, de cette tâche pour s'assurer qu'on fait vraiment de la numération et des maths et qu'on n'est pas en train de lui demander de faire des traitements visio-spatiaux alors qu'il a des difficultés ou des traitements ou qui lui demandent de mobiliser une planification qui est difficile pour lui ou elle. Donc, c'est Voilà. toute une série d'actions en fait qui sont finalement enchaînées les unes aux autres et qui doivent être apprises l'une après l'autre et qui va après donner des automatismes. C'est exactement ça. C'est-à-dire que certaines de ces tâches se font de manière séquentielle, d'autres se font en parallèle, mais effectivement, il va falloir les apprendre séparément. On apprend à écrire séparément du fait qu'on fait des maths. On apprend à s'organiser sur la page différemment à d'autres moments qu'en maths simplement. On s'entraîne, si vous voulez, à organiser son travail, si vous voulez, en maths, mais dans d'autres domaines. Et évidemment, on fait du langage en permanence. Le français, il est partout, si vous voulez. Donc, quelque part, on va apprendre ces éléments-là séparément. Et puis, dans cette tâche spécifique, on va les faire converger, si vous voulez. Et donc, il va falloir les élucider pour savoir que si un enfant, si l'enfant y arrive, tant mieux. Ça veut dire que très probablement, tout ça est réussi, les acquis sont là. En revanche, si ça rate, c'est que probablement, il faut travailler sur l'erreur et comprendre où ça peut être difficile pour l'enfant. Vous avez tout à fait raison, c'est comme ça qu'il faut penser les choses. D'accord, donc derrière, il va y avoir toute une analyse en cas de difficulté de chaque étape et de là où ça coince. Tout à fait, et pouvoir éventuellement le soulager. Ça va être le diagnostic pédagogique. Tout ce travail d'élucidation, c'est qu'en fait l'enseignant, j'ai envie de dire, c'est aussi un peu un chercheur, j'ai envie de dire, puisque quand en fait l'enfant n'y arrive pas, il va devoir faire un diagnostic et devoir se dire mais où est-ce que ça coince et ce travail en fait de séparation, hein, d'analyse de la tâche nous permet d'aboutir et de se dire mais où l'enfant peut-il être en difficulté. Et tout ça, on parle toujours de cerveau, parce qu'on parle d'éléments qui sont séparés dans le cerveau. Vous voyez, par exemple, les éléments de langage, c'est l'air de Broca, que je vous ai montré tout à l'heure, ou l'air de Wernicke. Ici, dans ce lobe, ça va être des traitements en fait mathématiques qui sont autonomes dans ce lobe. Sur le lobe frontal, ce sont des tâches en fait de planification, des tâches exécutives pour s'organiser dans la page ou dans la procédure d'addition. Et donc, effectivement, grâce à ce modèle, on peut penser les tâches et les apprentissages comme une série d'ingrédients autonomes et de pouvoir en fait les séparer pour à la fois mieux les transmettre et par ailleurs s'assurer en fait que si l'enfant n'y arrive pas, on est capable de l'aider de manière chirurgicale là où il en a besoin. Donc, si vous voulez, les apprentissages, c'est bien une affaire de cerveau, c'est bien une affaire de tâches, mais c'est aussi une affaire en fait de rencontre entre des aptitudes, si vous voulez, de l'enfant et ce qui va lui être transmis. En réalité, il ne faut pas croire que le cerveau, c'est une feuille blanche, hein, ce qu'on a disait chez Aristote, une tabula rasa, sur laquelle on va inscrire des apprentissages. C'est en fait une série, si vous voulez, de compétences a priori qu'on a présentes dès la naissance qui rencontrent des stimuli éducatifs ou de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un cerveau qui est prêt à apprendre d'emblée et qui va rencontrer des stimulations. Et l'enseignant, il est là pour ça. Il est là, en fait, pour apporter ces stimulations, mais il doit toujours être sensible au fait que ça va s'appuyer sur des compétences a priori de l'enfant. On n'inscrit pas les choses de manière neutre sur une page blanche, on les inscrit parce qu'on a des bases. Quelles sont ces bases? Si vous voulez, elles sont multiples. On a des bases sociales. Dès qu'il naît, le petit enfant, le nourrisson, est capable d'avoir une compréhension des signaux sociaux qui l'entourent, parce qu'il est très fragile et il a besoin en fait du soutien de son environnement pour survivre. Donc en fait, comprendre les mimiques, la prosodie, comprendre en fait les sourires, le ton de la voix, c'est quelque chose de très précoce qui se passe dès la première année. Les compétences en fait évidemment motrices ou praxiques qui vont être très développées à la maternelle. Évidemment, en fait, elles sont présentes d'emblée, mais on va les nourrir à l'école quand on va faire des travaux manuels, qu'on va apprendre des sports, qu'on va apprendre en fait à réaliser des gestes, qu'on va faire de la cuisine, etc. Le langage, ça va arriver aussi dès la première année, mais aussi ça va se développer à partir de la deuxième et de la troisième année pour l'expression.
Et ça, là-dessus, si vous voulez, l'enseignant va s'appuyer évidemment sur un langage a priori. On n'enseigne pas à l'enfant à parler, mais on va enrichir son langage, son vocabulaire et sa syntaxe. Les compétences numériques, elles ne viennent pas d'un apprentissage scolaire unique. C'est-à-dire que dès tout petit, le nourrisson est capable de comprendre les quantités, les grandeurs, les magnitudes. Il a un sens du nombre, comme beaucoup d'autres animaux, j'ai envie de dire, il est capable de mesurer les grandeurs. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour lui transmettre des maths. Et enfin, très important, ces fameuses fonctions attentionnelles, on dit toujours à l'enfant, ah, tu réussirais mieux si tu faisais plus attention. Oui, c'est vrai, mais l'attention va mettre beaucoup de temps à être mûr et jusqu'au jeune âge adulte. Donc cette connaissance, si vous voulez, de cet aspect graduel finalement de l'émergence des compétences de l'enfant, eh bien ça va être clé parce qu'on ne peut pas demander la même chose à un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans, en particulier dans ses compétences attentionnelles et exécutives. Je disais tout à l'heure pour une addition, de planifier son action. Ça va lui demander beaucoup plus de temps et ça va être coûteux pour le petit enfant et graduellement ça va s'enrichir et ça va mûrir. Donc voilà, les apprentissages, c'est pas en fait inscrire des connaissances sur une page blanche, c'est s'appuyer sur des choses qui sont déjà dans le cerveau dès la naissance, qui vont mûrir et qui vont être le soutien, l'échafaudage sur lequel on va poser, si vous voulez, les apprentissages. C'est ça aussi que les neurosciences nous apprennent, à mieux comprendre ces étapes du développement du cerveau du bébé et donc et de petit enfant et de l'enfant, de l'adolescent, pour pouvoir comprendre quel est le meilleur moment pour enseigner tel et tel type de notion et quelles sont les bases requises pour y arriver. Alors, à partir de là, si vous voulez, quand on a compris le développement de l'enfant, quand on a compris, si vous voulez, quels sont les prérequis et qu'on sait ce qui est présent ou pas à tel ou tel âge, eh bien, en fait, il va falloir passer à cette période, à cette phase, en fait, de transmission, qui va passer donc dans cette rencontre entre ces aptitudes a priori et la transmission de l'enseignant. Il y a un modèle très simple, si vous voulez, de fonctionnement du cerveau. C'est que l'enseignant, ou moi par exemple, quand je vous parle là, actuellement, il faut vous concentrer, il faut que vous m'écoutiez, mais vous allez traiter du langage. Et donc, en fait, je vous envoie des informations d'entrée, tout comme l'enseignant qui va parler avec ses élèves. Et cet enfant va traiter des informations d'entrée. Puis ces informations d'entrée, il va en fait, son cerveau va mobiliser toute une série en fait d'aires cérébrales pour les traiter. Et puis ensuite, il va préparer et donner sa réponse. D'accord? Donc, par exemple, quand je demande à l'enfant de lire un texte, il va prendre une information visuelle. Sa première information, elle est visuelle. Et il va en fait traiter cette information. Et puis, il y aura toute une cascade de traitements qui lui permettront de comprendre ce qu'il lit. Et puis ensuite, on va lui poser une question, il va préparer sa réponse et la donner. Donc, il y a toute une série, si vous voulez, de traitements. Or, il peut très bien se faire qu'un enfant soit en difficulté dans la lecture et ce n'est pas le contenu de l'apprentissage qui le gêne, c'est la manière dont tu lui présentes les choses. C'est la première étape, si vous voulez, celle de l'entrée de l'information dans son cerveau qui lui pose problème. Inversement, d'autres enfants, ça va être la réponse. S'ils ont des difficultés à l'écrit, ils vont effectivement être gênés sur le mode de réponse. Et à ce moment-là, en fait, ce n'est pas le fait qu'ils n'arrivent pas à faire la tâche, mais ils ont du mal à l'écrire et à la transmettre sur leur cahier. Excusez-moi, je vous coupe, Monsieur Glazel. Est-ce que vous pouvez couper le micro? Il y a un micro ouvert. Voilà. Merci. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que ce petit modèle tout simple nous permet déjà de faire un diagnostic de ce qui est demandé par la tâche et on peut très bien se dire, est-ce que l'enfant rate cette tâche parce que en fait, on lui demande de faire quelque chose qui est compliqué pour lui à ce moment-là, parce que par exemple, il met plus de temps qu'un de ses camarades à lire, ou parce qu'il a plus de mal à écrire, ou qu'il est plus lent dans l'écriture, et non pas parce qu'il n'arrive pas, si vous voulez, à faire le cœur de la tâche et qu'il est donc dans ce qu'on appelle une double tâche, c'est à la fois réussir la tâche dans sa complexité, par exemple résoudre l'addition, et en même temps écrire ou organiser sa page. C'est ça, en fait, ce modèle de l'intelligence cognitive. C'est depuis le début du travail en intelligence artificielle de dire il y a des informations qui rentrent, elles sont traitées, ces informations, et on va donner ensuite une réponse. Et donc, ça permet à l'enseignant, ou vous autres, les parents, quand vous travaillez avec votre enfant, de vous dire, mais sous quelle forme je donne l'information et puis sous quelle forme je demande la réponse. Et si ça ne marche pas, on peut très bien se dire, tiens, changeons de modèle. Si l'enfant a du mal à lire, on va lui dire la consigne à l'oral. S'il a du mal à écrire, on va prendre en fait la réponse à l'écrit à sa place.
Oui, alors souvent, on s'acharne un petit peu quand les enfants n'y arrivent pas à refaire exactement la même chose, à les solliciter de la même manière. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut modifier la sollicitation finalement. C'est exactement ça. C'est ce qu'on dit en fait, faire toujours plus de ce qui ne marche pas. C'est Hein. ça. Donc on reste, et alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée, mais on peut justement partager quelques idées de bon sens, hein, et de se dire, bah, si ça coince sous cette forme, on va le prendre sous une autre forme, on va changer le format. Si j'arrive pas à résoudre le problème qui est sur le papier, eh ben, je vais jouer la scénette, je vais manipuler, je vais faire des billets et des pièces en fait pour jouer à la marchande. Je vais véritablement illustrer les choses où je vais justement éviter que l'enfant ait à écrire, par exemple, si je dois faire un exercice comme autrefois le bled, ou transformer telle phrase en la mettant à l'imparfait. Ben, le problème, c'est que l'enfant doit écrire une phrase entière pour simplement changer un mot. Est-ce que c'est vraiment ça la tâche? Non, la tâche, c'est de pouvoir conjuguer le verbe à l'imparfait. Et donc, l'idée, ce n'est pas forcément de réécrire toute la phrase. Donc, on peut la transformer sans la modifier dans sa complexité et de faire vraiment faire la tâche à l'enfant comme on l'entend. Extraire vraiment ce qui est fondamental pour la tâche et éviter tout ce qui peut être là pour la gêner. Je crois que c'est tout à fait en fait ce qu'il faut en retenir. Oui. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que à partir de là, alors attendez, c'est coincé. Alors, c'est particulièrement intéressant parce que aussi bien les parents qui vont s'acharner à dire toujours la même chose de la même manière et qui n'obtiennent pas le résultat, c'est vraiment quelque chose d'important de bien comprendre qu'il faut modifier la façon dont on demande les choses et trouver des variantes ou les demander d'une autre manière. Ça peut marcher à ce moment-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est toute l'idée, cette mobilité. Hein. Alors évidemment, quand on est parent, on n'a pas forcément toutes les compétences pédagogiques. Quand on est enseignant, bien entendu, c'est notre métier. Et c'est ça que cette fertilisation dont je parlais, hein, puisque ça nous permet de penser les apprentissages un peu autrement et de voir tous les outils variés, hein, et de ne pas réduire une tâche à la manière dont on la présente. Par exemple, moi je vois beaucoup d'enseignants qui pensent encore aujourd'hui que faire de la géométrie, c'est tracer des figures. On peut très bien raisonner juste en étant totalement incapable de dessiner correctement la figure. Hein. Et donc, il faut savoir séparer les choses de façon à ne pas se dire il faut absolument qu'il ait fait son cercle circonscrit au compas avant de pouvoir raisonner. Parce qu'il pourrait très bien y arriver à l'ordinateur ou raisonner sur une figure toute faite sans avoir besoin en fait de la réaliser à la règle et au compas. Alors là, je vous montre quelque chose d'un petit peu intimidant parce que c'est un modèle. Hein, c'est simplement pour vous illustrer tout ça sur la lecture. C'est que quelque part, cette cascade des traitements, c'était vrai pour l'opération que je vous ai montré, mais c'est vrai aussi pour, je l'ai dit par exemple, pour une figure de géométrie, mais ça peut être aussi pour lire. Hein, lire un mot. Et là, vous avez toute la cascade des traitements. Et l'avantage d'avoir un modèle comme celui-là, c'est que quand on fait un bilan, on est capable de se dire, ah ben tiens, c'est là que l'enfant est en difficulté. C'est là que ça gêne au moment de lire. Hein, et donc de pouvoir élucider ce qui peut être le frein pour tel enfant en faisant telle tâche. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est simplement pour vous dire que ce modèle très simple tout à l'heure, en fait, du traitement de la cascade des traitements, c'est exactement la même chose, une information d'entrée, un traitement et une réponse qui vous donne de ce fait un modèle, et vous l'avez ici sur la lecture. Cette cascade qui n'est pas en 3 étapes, elle est en plus d'étapes, mais c'est la même logique. Alors pourquoi c'est important pour l'enfant? Pour tous les enfants, parce que vous comprenez en fait que quelque part, quand on enseigne, on s'adresse à toute la classe. C'est évidemment encore plus important pour un enfant en difficulté, mais c'est important pour tous les apprenants. Et quand on est apprenant, je dis même pour les adultes, je dis même en fait dans nos échanges de ce soir, quelque part, si je veux qu'il en reste quelque chose, il faut que je m'assure finalement que je fasse passer l'information de la manière la plus efficace possible. Et ça veut dire aussi qu'on n'est plus dans un art de transmettre, mais on est dans une science qui est basée sur des principes généraux de l'apprentissage, d'une part, et des mécanismes plus particuliers en fonction du domaine desquels il s'agit. Par exemple, le domaine des maths ou les domaines de la lecture, le domaine du français ou le domaine en fait de l'histoire, des domaines spécifiques. Mais vous avez aussi, grâce en fait à tous ces domaines de la recherche, des principes généraux qui s'appliquent que je vais rappeler. Il y en a 4 de grands principes de l'apprentissage. Les 4 clés, c'est qu'il faut d'abord porter l'attention de l'enfant sur le bon objet de l'apprentissage. Je le disais tout à l'heure, quand on pose et résout une addition, il faut faire attention de bien focaliser l'attention de l'enfant sur ce qui est essentiel pour cette tâche.
Ce n'est pas écrire ou bien organiser sa page qui est fondamental. C'est véritablement comprendre en fait cette transformation des mots nombres en chiffres et du calcul et de la procédure d'addition. Donc, focaliser l'enfant sur le bon objet de l'apprentissage. Il faut que l'enfant soit actif. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Un enfant qui vous écoute d'une oreille distraite ne va pas y arriver. Hein. Il faut l'engager à faire des hypothèses. Hein. 25 plus 8, c'est comme ça que je m'y prendrai. Je vais faire comme ceci. Alors, vous pouvez très bien vous dire, je vais corriger. Parce qu'attention, il a recommencé à faire les dizaines avant les unités. Il a commencé par la fin et pas par le début. Donc, je vais lui expliquer, systématiquement, on commence en fait par les unités qui se situent plus à droite de la page. Et c'est une bonne erreur de se tromper dans ce sens, puisque d'habitude, on travaille de gauche à droite. Là, il faudra travailler de droite à gauche. Donc, vraiment, en fait, de demander à l'enfant d'être actif dans son travail, de façon à ce que même s'il se trompe, son erreur, elle nous intéresse parce que ça va révéler ce qui n'est pas encore acquis. Puis ensuite, je le disais tout à l'heure, le retour d'information. De revenir en disant oui, tu as raison, il faut s'y prendre comme si, parce que, effectivement, c'est la bonne manière pour telle et telle raison. Ou au contraire, attention, tu as commencé en fait par les dizaines, tu avais raison, d'habitude on travaille de gauche à droite dans la page, là on est obligé de commencer par la fin parce que les unités sont du côté droit de la page. Donc travailler sur l'erreur et donner un retour d'information. Vous avez vu que ça fait gagner jusqu'à 9 mois de temps d'apprentissage pour l'enfant. C'est une année scolaire de gagner. Au lieu en fait de lui donner par exemple des exercices qu'on corrige une semaine plus tard, ça ne sert à rien, puisque quelque part, ce feedback n'aura pas été assez proche de la tâche pour corriger le tir. Et enfin, dernier point fondamental, c'est d'entraîner l'enfant suffisamment pour que ce soit automatisé. Et ça, c'est vrai pour la lecture, c'est vrai pour le calcul, c'est vrai pour la mémorisation. Il faut entraîner l'enfant de façon à ce que quelque chose qui était conscient, qui était coûteux, devienne automatique, si vous voulez, et non conscient, de façon à ce qu'on libère de l'espace de travail supplémentaire. Voilà ces 4 grandes lois de l'apprentissage. Hein. Focaliser l'attention sur ce qui fait sens par rapport à la tâche, engager l'enfant à être actif, à faire des hypothèses, lui donner un retour d'information, et enfin s'entraîner suffisamment pour automatiser la tâche. Et ça, c'est vrai pour tous les apprentissages. Je ne sais pas si Madame Borgel, vous souhaitez en fait intervenir à ce niveau-là. Je vous laisse continuer. Non, les 4 principes, effectivement, alors c'est des principes qu'on reprend aussi en pédagogie, en didactique. Et bien entendu, l'automatisation, c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure à propos de l'opération, c'est-à-dire la dernière étape. Alors bien sûr, le feedback très très important. Et vous avez donné un point aussi qui est important par rapport à la formation des enseignants, c'est de donner du feedback à l'enfant au moment de l'erreur. Et ça, c'est assez compliqué parce que dans une classe où il y a beaucoup d'enfants, où il peut y avoir des attentions qui sont à donner sur plusieurs enfants, il faut vraiment que les enseignants fassent attention à ce point-là et donnent les réponses et corrigent les erreurs au moment où les enfants les font parce que c'est vraiment ce qui permet de ne plus les refaire. En fait. Exactement. Sachant qu'il faut savoir en fait que 80% des retours d'information, 80% des feedbacks en classe sont donnés par les élèves eux-mêmes. Et donc, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, si l'enseignant ne fait pas le tri en fait, dans ses feedbacks, c'est typique. Il y a quelqu'un qui dit 25 plus 8, ça fait 32. Et bien, il y a toujours un petit malin qui va dire mais non, n'importe quoi, c'est 33 ou c'est 35. Et si c'est 33, tant mieux. Mais si c'est 35, c'est un mauvais feedback. Et donc, quelque part, il entraîne l'enfant en fait, dans une erreur. D'où en fait ce rôle d'arbitre de l'enseignant autour de tout ça. Voilà les grands principes. Alors maintenant, si vous voulez, j'ai posé le décor. On apprend avec son cerveau. Ce cerveau, il est structuré. Il y a des modules qui sont dédiés. Ça communique entre ces différents modules. Pour une tâche, tous les modules vont être mobilisés à un moment ou à un autre. Quand on dit qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau, c'est faux. Pour chaque tâche, aussi simple soit-elle, très souvent on utilise une bonne partie de notre cerveau. On va pouvoir analyser les tâches de manière fine et on va pouvoir, si vous voulez, travailler le format de l'information de la manière la plus efficace pour ne pas brouiller les cartes et pas gêner l'enfant dans son apprentissage en mélangeant le fond et la forme, ou en donnant plus de poids à la forme par rapport au fond. Et tout ça, en fait, ça va nous permettre effectivement d'être le plus efficace possible pour mettre en œuvre ces 4 lois de l'apprentissage quand on en a besoin. Alors évidemment, ça c'est vrai pour tous les enfants,
mais c'est vrai encore plus quand l'enfant a des troubles, a des difficultés. L'enfant en difficulté, évidemment, il faut être encore plus attentif à ces différentes règles du jeu de la transmission, de façon à ce qu'il ou elle ne soit pas perdu, en fait, dans cette démarche et très souvent en souffrance, hein, parce que quand on est perdu en fait en classe, c'est effectivement très douloureux. Alors, je vais inviter les parents. Je commence à avoir quelques questions. En fait, j'ai une question, mais j'invite les parents à poser les questions sur le chat. Je les compile et je vous interromprai au fur et à mesure pour les poser. Là, une question qui arrive pour ces enfants qui ont des difficultés. Comment faut-il envisager l'apprentissage des langues, anglais et hébreu, avec des caractères différents? Enfin, l'hébreu en tout cas, avec des caractères différents. Eh bien, c'est une question excellente, hein. Alors, par exemple, pour un enfant qui a des difficultés de langage écrit, il est évident que l'anglais, ça va être très compliqué, hein, puisque quelque part, l'anglais est une langue très opaque et donc qui, quelque part, va compliquer les choses. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant ne peut pas l'apprendre à l'oral, par exemple. Et donc, on peut à nouveau transformer cet apprentissage. Dans les écoles que j'anime, si vous voulez, il y a en fait, on travaille avec des enseignants natifs de leur langue, en anglais et en espagnol, parce que la prosodie est essentielle, c'est-à-dire le contour intonatif, pas simplement l'accent, mais aussi, en fait, on va travailler à l'oral, grosso modo 60% à l'oral, 40% à l'écrit, de façon à ce que l'enfant ne soit pas perdu dans quelque chose qui serait uniquement ce fameux format qui va le gêner, hein, puisque justement, l'écrit, c'est ça qui coince. Pour ce qui est de l'hébreu, là, c'est encore plus compliqué, parce qu'on a un script différent et qui nous manque toutes les voyelles. Alors, sauf évidemment quand c'est aidé dans l'hébreu biblique, où je crois qu'on rajoute les voyelles, mais quelque part, on voit très bien que c'est un déchiffrage. Et en plus, on commence de la droite vers la gauche au lieu de la gauche vers la droite. Alors là, je ne vous dis pas, c'est extrêmement compliqué. Donc là-dessus, en fait, moi, je n'ai pas de solution toute faite, ça dépend de chaque enfant. Alors, il est vrai que quand on prépare sa bar mitzvah, c'est bien compliqué. Et donc, l'idée, c'est que, on sait très bien que beaucoup d'enfants vont parqueriser, hein. Ils vont soulager des choses en essayant de se sortir le mieux possible avec des marqueurs. Et je sais que certains enseignants, ils vont même traduire l'hébreu en caractère latin de façon à ce que ce soit un peu plus facile, si vous voulez, pour l'enfant. Après, si vous voulez, c'est le sens qui compte. Ça va être évidemment ce qu'on essaie de transmettre, la capacité de l'enfant à se projeter en fait dans le contenu en fait de ce qui va être étudié, hein, et donner moins en fait d'importance éventuellement comment dirais-je, au déchiffrage du script. Voilà, donc il n'y a pas de solution miracle. Pour chaque enfant, il faut réfléchir à une solution et ça dépend de sa difficulté. Et voilà, en tout cas, il y a toujours en fait une solution pour contourner l'obstacle. Et il n'y a aucun enfant qui pourrait être finalement voué à ne pas pouvoir rentrer dans tel ou tel type d'apprentissage. Alors, quand il y a trouble d'apprentissage, ben, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, en fait, on n'est pas dans une logique, si vous voulez, on n'est pas tout seul. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça touche quand même beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, depuis 20 ans, il y a un gros travail sur l'accueil des enfants à besoins particuliers. Il faut savoir que dans tous les pays de l'OCDE, 15 à 20% des enfants sont en échec scolaire. C'est énorme. C'est-à-dire que 15 à 20%, un enfant sur 5 sort du système sans diplôme. Ce qui est énorme, parce que sans diplôme, c'est quand même très difficile de rentrer dans le monde du travail. Alors, ces échecs ne sont pas forcément dus de troubles d'apprentissage, mais ça peut être des problèmes de comportement, de compréhension du système scolaire, des difficultés émotionnelles, et puis éventuellement des troubles d'apprentissage. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer finalement cet échec. Et aussi, ça peut être très bien le processus d'apprentissage qui est mis en échec parce que, quelque part, finalement, les enseignants, avec beaucoup de bonne intention, auraient du mal à transmettre de la meilleure manière possible en fait, leurs enseignements aux élèves. Donc, on voit bien que les enjeux, ils sont énormes, hein. Un enfant sur 5, c'est une perte de chance considérable. Et donc, on pense en fait que 5 à 10% des enfants, en fait, des enfants présentent des troubles d'apprentissage. C'est-à-dire, en fait, il y a 2 à 3 enfants par classe qui ont ces troubles, hein. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on ne s'adresse pas à un seul enfant, mais on s'adresse effectivement à une partie non négligeable de la population et il y a toujours dans chaque classe des enfants en difficulté. Alors, c'est toujours en fait les parents et les enseignants qui s'inquiètent, et vous, parents, si vous êtes là, mais les enseignants bien entendu aussi, vous êtes au premier plan. Vous n'êtes pas là pour faire un diagnostic, mais vous êtes là en fait pour alerter, pour dire j'ai l'impression que mon enfant a une difficulté particulière, soit parce que vous avez d'autres enfants, soit parce que vous êtes enseignant et que vous savez en fait comment l'enfant est censé apprendre, et que là, il y a un décalage d'apprentissage. Et qu'une fois que cet échange est fait entre parents et enseignants, dans le meilleur esprit possible, eh bien, en fait, on doit se dire comment l'aider
maintenant qu'on a détecté éventuellement une difficulté. Alors, justement, excusez-moi, je vous interromps. J'ai une question sur le chat. Un parent qui dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas diagnostiquer un enfant dyslexique avant la fin du CE1, voire plus tard, et comment rattraper ce temps perdu finalement après? Très bonne question. Parce que si vous voulez, la lecture, c'est ce qu'on appelle un apprentissage culturel. C'est-à-dire qu'on est obligé de l'apprendre formellement. On doit aller à l'école et donc on doit apprendre la correspondance entre les sons et les lettres. D'accord? Ce qui n'est pas du tout automatique. Nous sommes dans une langue syllabique et on n'extrait pas les sons comme ça. Il va falloir les extraire. Donc on va faire en fait tout un travail de fond. C'est un travail formel et donc qui va prendre un certain temps. C'est pour ça qu'on se donne généralement une bonne année de CP, voire l'année de CE1 pour consolider cet apprentissage de la lecture. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, tout le monde est en difficulté. C'est difficile pour tout le monde, cet apprentissage. Alors, moins difficile dans les langues alphabétiques que dans les langues avec des idéogrammes, mais il n'empêche que ça reste quand même une technique. Donc, ça va prendre du temps. Alors, certains enfants, ils vont arriver en sachant quasiment lire, d'autres auront appris à lire en décembre, et puis d'autres, ce sera à la fin du CP. Et puis, il y en a d'autres encore qui attendront le retour des vacances du CE1, du CP, au début du CE1. Donc, quelque part, ça prend du temps. Et donc, il faut attendre un écart suffisant et une intensité d'apprentissage suffisante pour en fait s'assurer que l'enfant a été assez exposé à l'apprentissage pour dire oui, en dépit de cet apprentissage efficace, cet enfant-là n'a pas appris à lire comme ses pairs. Donc, on ne perd pas de temps. C'est-à-dire qu'en fait, on se contente en fait de faire vivre l'enfant et d'intensifier l'apprentissage. Et à ce moment-là, ensuite, de pouvoir déclarer que oui ou non, il y a un trouble spécifique. Avant 18 mois, on ne peut pas le prononcer. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas avant. C'est qu'on n'est pas dupe. Si un enfant en fait est en difficulté, si vous voulez, on peut très bien en fait se dire au bout de 6 mois, ben, moi j'ai quand même l'impression que là ça prend plus de temps que les autres élèves de ma classe. Ou moi, dans mes enfants, je trouve que cet enfant-là, parmi de la fratrie, apprend moins facilement à lire. J'ai vu mes autres enfants, c'était beaucoup plus fluide et automatisé et au bout de 6 mois, ça ne va pas. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir faire quelque chose. Et là, on peut tout à fait solliciter une orthophoniste et travailler avec cette orthophoniste qui va peut-être régler le problème, qui, grâce en fait à un renforcement, va permettre à cet enfant de normaliser son apprentissage de la lecture. Parfois, si vous voulez, malgré l'intensité de l'apprentissage et l'aide de l'orthophoniste, ce ne sera pas suffisant. Et donc, en fait, cet enfant-là, au bout de 12 à 18 mois, on déclarera qu'il y a un écart, si vous voulez, d'apprentissage suffisant pour se dire là, on a une atypie de développement, une atypie d'apprentissage qui s'appelle dyslexie. Alors, toujours dans les questions, il y a un papa qui dit mon fils a beaucoup de mal à apprendre par cœur, à se concentrer, il manque de temps. On a mis en place un PAP, mais la demande à l'école est énorme et il se démobilise vite. Excusez-moi, c'est une maman, parce que c'est Elisa. Donc, comment l'aider il est dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Et bien sûr, évidemment, on a l'impression qu'il a du mal à se concentrer. Alors, il a peut-être une difficulté attentionnelle, mais souvent, ce sont des enfants qui sont dans quelque chose de très coûteux. C'est-à-dire que quelque part, lire, orthographier, écrire, c'est coûteux. Donc, ils sont en double tâche. Et je vous montrerai tout à l'heure un graphique en vous montrant qu'on a des ressources attentionnelles limitées et qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on s'épuise. Et donc, finalement, l'enfant est fatigable et n'arrive pas à tout faire en même temps. Et évidemment, les exigences scolaires s'accumulent et tout ça, évidemment, ça gêne l'enfant. Donc, en fait, la première étape, c'est de bien comprendre ce qui marche bien chez tel et tel enfant et au contraire, ce qui est plus compliqué pour éviter, si vous voulez, de toujours le solliciter sur ce qui marche moins bien et de contourner la difficulté pour ne pas l'épuiser, pour ne pas le solliciter tout le temps dans ce qui ne marche pas et de le juger par rapport à son trouble. C'est ça, en fait, qui me paraît fondamental. Donc, dans ce que vous dites, il est très probable, d'abord, il faut donc un bilan, on va en parler dans un instant, pour montrer les points forts, les points d'appui et les points de difficulté, communiquer avec les enseignants à travers le PAP et mettre en place une feuille de route qui va nous permettre de contourner les difficultés de façon à lui permettre de réussir en dépit de ce trouble et pas le mettre dans une situation de difficulté attentionnelle ou de double tâche ou d'épuisement cognitif et de démotivation, parce qu'évidemment, c'est très, très démotivant. Donc, c'est là-dessus exactement qu'on arrive. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si un enfant, on le sent en difficulté, attention, on va voir des choses très vagues, qu'il est rêveur, peu impliqué, qu'il est isolé, qu'il est agité, qu'il est brouillon, qu'il ne fait pas attention,
que ses cahiers sont mal tenus, que son graphisme est immature, qu'il a du mal à rentrer dans la lecture. Tout ça, c'est des observables, bien entendu, c'est très précieux. Mais il faut surtout éviter d'interpréter, parce qu'on va dire qu'il est dyslexique, on va dire qu'il est perturbé par des problèmes familiaux, on va dire éventuellement qu'il n'est pas fait pour l'enseignement traditionnel, qu'il est précoce. Ça, je dirais un mot sur la précocité, qu'il a eu un problème avec un enseignant, qu'il a dégoûté de l'école, qu'il s'ennuie parce qu'il est précoce ou parce qu'il va trop vite, ou parce qu'il a des problèmes d'attention, ou encore pire, qu'il est paresseux. Moi, j'ai jamais connu d'enfants paresseux. Les enfants sont des éponges à apprendre, et donc ils adorent l'école la plupart du temps. Donc quand ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui le gêne, hein, ou qui n'est pas motivé. Là aussi, je n'ai jamais vu d'enfant pas motivé. Hein. Il se démotive parce qu'il a l'impression de ne pas avoir les moyens de s'en sortir. Mais sinon, en fait, c'est une explication courte et qui lui met tout sur les épaules. Alors, bien entendu, il faut laisser à l'enfant ses responsabilités. Hein. L'idée, c'est pas de dire oh, le pauvre chéri, il fait pas d'efforts et il apprend rien, etc. Non, il faut faire ce qu'il faut, mais que si on voit que ça coince, évidemment, en fait, de se poser les bonnes questions de façon à pouvoir le soutenir, en fait, pour éviter la démotivation. Alors, comment on s'y prend pour éviter, si vous voulez, d'aller vers la facilité ou de faire un diagnostic alors qu'on doit simplement repérer et ensuite passer la main à un spécialiste? Il va falloir penser à différents niveaux. Parce qu'on est fait de chair et de sang, de cognitif, on est fait d'une personnalité, d'un environnement familial et culturel. Tout ça, ça fait une personne humaine. Et donc, on ne peut pas en fait penser, si vous voulez, les apprentissages simplement sur un domaine psychologique de motivation, par exemple, ou simplement biologique, hein, ou simplement familial ou culturel. Il faut le penser à tous les niveaux, en fait, l'apprentissage, et se dire, mon enfant apprend mal à parler, est-ce qu'il a un problème d'audition? Comment dirais-je, il a des difficultés pour lire, est-ce qu'il n'a pas un problème d'accès à la lecture? Ou éventuellement, en fait, c'est un enfant agité ou qui surréagit, qui pleure beaucoup et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réactionnel à ces difficultés en classe ou est-ce qu'il y a une difficulté, une fragilité émotionnelle de construction de la personnalité? Est-ce que la famille, si vous voulez, en fait, a bien compris l'équilibre en fait de cet enfant, etc., et comment l'aider à mieux percevoir les besoins de l'enfant? Ou est-ce que culturellement, on a du mal à comprendre, hein, ça c'est probablement moins le cas pour beaucoup des parents de l'Alliance, hein, mais de comprendre le système éducatif pour pouvoir en fait accompagner l'enfant. Donc c'est tout ça qu'il faut comprendre quand on essaye de saisir ce qui peut gêner l'enfant. Donc il va falloir faire le tri dans ces différentes dimensions, mais il faudra en négliger aucune. C'est pour ça que une fois qu'on a pensé tout ça, il va falloir se dire mais qu'est-ce que c'est que ces fameux troubles des apprentissages, hein? Eh bien, en fait, il y a une vraie définition aujourd'hui. C'est une difficulté à acquérir des compétences fondamentales, c'est-à-dire comme parler, compter, lire, voilà, écrire dans une société, comment dirais-je, comme la nôtre, alphabétisée, des difficultés à acquérir des compétences fondamentales dans un contexte d'un enfant qui a des dispositions intellectuelles standards, hein, il n'y a pas de retard global, et enfin, en fait, dans un contexte éducatif ou familial approprié. Ça veut dire simplement l'enfant va à l'école et qu'il est soutenu dans ses apprentissages. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour cet enfant, on attend 18 mois parce qu'il faut s'assurer qu'il a été à l'école, qu'il a appris en fait, de manière intensive, qu'il a été soutenu familialement et que malgré tout ce soutien, eh bien, en fait, on arrive à une difficulté de lecture. C'est ça les troubles d'apprentissage, c'est que c'est une difficulté spécifique, fondamentale pour fonctionner en société, en dépit d'une intelligence standard et dans un contexte éducatif et familial approprié. Je pourrais juste faire un petit détail, c'est intelligence standard, voire supérieure, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on s'inquiète beaucoup de certains enfants qui sont dits précoces ou surdoués et qui ont du mal à l'école. Et on se dit, ah, parce qu'ils sont hypersensibles, ils ont des problèmes émotionnels, ou en fait, ils vont trop vite, ou ils s'ennuient, etc. Moi, je fais toujours très attention pour ces enfants, en fait, dits précoces ou surdoués, de ne pas tout mélanger. Il est possible d'être surdoué et très dyslexique. On peut très bien être, comment dirais-je, précoce et avoir des problèmes d'attention, si vous voulez. Donc, il ne faut pas tout ramener, si vous voulez, à la précocité, parce que ça ne nous aidera pas. Hein, de simplement se dire, parce qu'il est très intelligent, à ce moment-là, il ne va pas y arriver dans l'école traditionnelle. Hein. C'est probablement, en fait, une analyse qui ne va pas l'aider. Donc, tout ça nous ramène aussi à notre notion de neurosciences et de sciences cognitives, puisqu'en fait, c'est toujours une question de traitement de l'information et de se dire où est-ce que ça coince dans la cascade des apprentissages, là où en fait l'enfant est en difficulté.
Alors, je vous interromps, justement, j'ai une question. Dans les premiers slides, il y avait écrit stratégie métacognitive. Pouvez-vous donner des exemples de stratégies métacognitive? Alors, les stratégies métacognitives, ça veut dire se regarder soi-même apprendre. Ça D'accord. veut dire qu'en permanence, l'être humain a une compétence un peu exceptionnelle, c'est de se dire, de faire un jugement sur sa propre manière d'apprendre. C'est-à-dire de se dire, est-ce que je trouve que la tâche est trop difficile ou trop facile? Est-ce que quand je me lance dans la tâche, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir les compétences pour aboutir? Est-ce que quand j'avance, en fait, dans cette tâche, est-ce que j'ai l'impression de me rapprocher du but ou pas de me rapprocher du but, de m'en éloigner? Quand je donne une réponse, est-ce que ma réponse elle a des chances d'être juste ou fausse? C'est ce jugement permanent qu'on a, si vous voulez, sur sa propre manière de fonctionner. Et donc, ça, on ne peut pas s'en empêcher. Mais ce qui est bien, c'est de l'expliciter. C'est de se dire, en fait, et souvent les enfants se jugent mal. Ils pensent que soit c'est trop facile, soit c'est trop difficile. Mm. Ou que, par exemple, ils ne se mettent pas d'étape pour se dire, j'ai l'impression, en fait, de me rapprocher de la bonne solution. Ou ils ne se posent pas la question de se dire, quand ils arrivent au résultat, mais c'est juste ou c'est faux, hein? Est-ce que j'ai une bonne probabilité d'avoir juste ou d'avoir faux? Donc, vraiment, c'est ce travail d'introspection, mais qu'il faut apprendre à faire, parce que le jeune enfant n'est pas capable de le faire. Et donc, c'est un vrai travail de transmission, d'apprendre à l'enfant à se regarder fonctionner. Alors, ça peut aller jusqu'à un certain nombre de procédures, hein. Ça, on est à la limite de la bêta-cognition. C'est aider l'enfant à lui donner des procédures et de choisir le bon outil au bon moment, hein. Et de se dire, à ce moment-là, quel outil je vais utiliser pour résoudre le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès. Voilà. Mais c'est globalement toute cette capacité de penser la manière dont on pense. Voilà. C'est un truc circulaire, si vous voulez. Et donc, c'est très sophistiqué, mais en fait, tout un chacun le fait et chaque enfant devrait être entraîné, si vous voulez, à faire ce travail, parce qu'évidemment, vous imaginez la puissance de frappe qu'on a quand on se connaît, quand on connaît-toi toi-même, et quand on se connaît, on est capable de se faire aussi de compenser là où on est en difficulté, hein. Par exemple, j'ai des difficultés pour garder en tête les informations, par exemple de mémoire de travail, eh bien je sais que moi, je dois travailler toujours avec un brouillon, et je dois toujours poser les choses sur une feuille, sinon je vais perdre mes idées. Voilà, ça c'est connaître. Et donc, c'est donner une stratégie métacognitive à l'enfant. Alors, Oui, je allez-y. vous laisse continuer, c'est pas grave. Allez-y, allez-y. Non, non, mais peut-être l'autre question, peut-être, ça rend les choses plus vivantes. Alors, justement, cette capacité à comprendre comment on fonctionne et quelles sont nos difficultés et comment les contourner, on peut commencer ces stratégies métacognitives à les faire acquérir à l'enfant à partir de quel âge? À tout âge. Mais il est tout à fait évident, si vous voulez, que quand il y a une difficulté, c'est ni les parents, ni l'enseignant, ni l'enfant lui-même qui va savoir où ça coince, si vous voulez. Donc, il va falloir désigner à l'enfant que ça le gêne et que donc, de ce fait, en travaillant autrement sous cette forme-là, ça va mieux marcher. Mais il faudra explicitement le lui dire. Je trouve, si vous voulez, que dans le système éducatif et scolaire, il y a beaucoup trop, en fait, d'angles morts. Il y a beaucoup trop de choses qui restent dans l'ombre. On garde des choses, non pas, si vous voulez, parce qu'on n'a pas envie de les transmettre, mais on n'y pense même pas, hein. C'est parce que quelque part, l'enseignant est très loin du niveau de l'enfant qui apprend, ou le parent, si vous voulez. Et donc, on loupe toute une série d'étapes. Et donc, on laisse dans l'ombre toutes sortes de choses, et que quelque part, à ce moment-là, ben, l'enfant, il est obligé de galoper après l'expert, qui lui, évidemment, maîtrise, mais alors qu'on a en fait éludé toute une série, si vous voulez, d'étapes dans l'apprentissage. Et donc, il va falloir expliciter. Et donc, c'est la même chose pour apprendre à apprendre. Il faudra expliciter que dans ce cas-là, si vous voulez, et bien voilà comment on s'y prend. Et que toutes les étapes, par exemple, pour résoudre une addition, c'est celle-là. Et qu'il ne faut pas se louper. Et donc, on va apprendre à résoudre une addition, hein. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut, ce travail-là, on peut le faire très tôt, mais il faut aider en tant que transmetteur, si vous voulez, à l'enfant à se rendre compte de ces mécanismes parce qu'il ne va pas le faire tout seul. C'est encore plus vrai quand il y a une difficulté, puisque là, il faudra le mettre le doigt dessus et de façon à pouvoir le contourner une fois qu'on l'a élucidé. Et c'est là, si vous voulez, où ça me fait une transition par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois qu'on a détecté que l'enfant avait des atypies ou des difficultés à l'école, il va falloir éventuellement mener un travail d'élucidation qui est un bilan.
hein. Un bilan neuropsychologique, ou ça peut être un bilan orthophonique si la difficulté est autour du langage, ou autour de la psychomotricité si le geste. Mais sinon, si c'est un certain niveau de complexité, ça peut être évidemment en fait quelque chose qui est plutôt autour d'un bilan neuropsychologique qui va reprendre toute l'histoire de l'enfant et qui va élucider sur l'ensemble de ses aptitudes, là où ça marche bien et là où c'est plus compliqué. Et donc d'élucider tout ça. Donc on va faire ce qu'on appelle une anamnèse. On va en fait reprendre toute l'histoire du développement de l'enfant, hein, pour s'assurer que le développement ne nous révèle pas des atypies éventuelles, de réunir les bilans qui auraient déjà été faits, analyser les travaux de l'enfant à l'école ou à la maison, et puis explorer toutes les dimensions cognitives, observer l'enfant dans son fonctionnement émotionnel et sa personnalité. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir se créer une vraie feuille de route, si vous voulez, pour pas, si vous voulez, être sur un mot comme ça, dyslexie ou difficulté scolaire, etc., mais pouvoir dire c'est là que ça fait mal. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler et c'est là qu'on doit contourner. Alors justement, il y a une question d'un parent qui dit quelle différence entre un bilan psychologique et un bilan neuropsychologique et comment est-ce qu'on va savoir quel type de bilan finalement faire? Alors, donc, un bilan psychologique, c'est souvent un bilan psychométrique. C'est en fait un WISC, c'est en fait un bilan d'efficience intellectuelle. Hein, donc, c'est grosso modo calculer le QI, s'assurer que l'enfant a des aptitudes intellectuelles standards et évoquer peut-être des dissociations, en fait, sur la base de cette batterie, et donc de se dire, l'enfant est plus en difficulté du point de vue spatial que du point de vue langage, par exemple. Ça, on peut l'élucider, en fait, à partir d'une batterie d'un bilan psychométrique ou psychologique. D'accord? Mais parfois, c'est largement insuffisant. Un bilan psychométrique ou psychologique va être qu'un bilan de débroussaillage, va nous évoquer, va d'abord confirmer éventuellement que l'enfant est un enfant compétent, ce n'est pas le problème de ses dispositions générales, mais que c'est autre chose qui le gêne. Puis, deuxième élément, en fait, éventuellement, un premier bilan en fait, qui va nous permettre de voir ce qui se passe justement dans certains secteurs spécifiques, hein, et puis la manière dont l'enfant s'y prend pour réussir ou échouer certaines épreuves. Ça va nous donner des éléments en fait de base, mais ça ne nous permettra pas forcément de faire un diagnostic. Ça éliminera un certain nombre d'hypothèses, mais ça ne permettra pas toujours de conclure. Pourquoi? Parce que dans ce bilan, on ne fera rien du tout en lecture, ça, ce n'est pas du tout un bilan attentionnel, on n'aura aucun élément sur les fonctions exécutives, on pourra presque rien dire sur le langage. Donc, quelque part, si vous voulez, là-dessus, par contre, ce sera très riche sur la dynamique intellectuelle, l'abstraction, le raisonnement et certains éléments praxiques, par exemple. Mais donc, ça nous donne des éléments précieux, mais qui ne permettront pas forcément de conclure. C'est là que démarre un bilan neuropsychologique, parce que c'est un bilan à large spectre qui permet en fait de scanner toutes les dimensions intellectuelles et cognitives sans en louper aucune, parce que sinon, on risque de laisser des éléments dans l'ombre et finalement d'interpréter à tort nos données. Donc, il faut être exhaustif. Donc, c'est pour ça qu'un bilan neuropsychologique peut prendre de 15 à 20 heures, parce que ça demande de scanner l'ensemble des compétences intellectuelles et cognitives, hein, que j'ai listé ici, hein, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais il y a les systèmes sensorimoteurs et praxiques, tout le langage oral et écrit, il y a les praxis, il y a la cognition numérique, les systèmes de mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, la planification. S'il y a des difficultés avec l'interprétation des signes sociaux, c'est toute la cognition sociale. Donc, si vous voulez, c'est ça qui rend en fait ce bilan riche, mais évidemment chronophage, parce qu'il va falloir prendre en fait toutes ces dimensions en lien pour éviter de réduire, par exemple, l'enfant a un problème d'attention, eh bien, en fait, ça risque de pouvoir polluer toutes les tâches. Mais ça, il faut bien s'assurer que c'est bien le trouble de l'attention qui est le coupable, hein, ou qu'il y a une difficulté de lecture et que c'est ça qui va gêner, par exemple, dans d'autres domaines, par exemple, de compréhension en fait de consignes, etc., etc. Donc c'est un bilan qui est très important, qui peut être très complexe. Après, la conclusion va certainement donner des indications à l'école pour faire construire le PAP et proposer justement la prise en charge de l'enfant. C'est tout à fait ça. C'est une véritable feuille de route. Il doit être assez explicite pour que les parents comme les éducateurs comprennent de quoi il s'agit. Ça ne doit pas être une évaluation de spécialiste. Ça doit évidemment être très sérieux, mais ensuite être communicable de façon à ce qu'on comprenne là où ça marche bien et là où c'est plus compliqué. Et ça, c'est vrai pour la famille, comme en fait pour, comment dirais-je, les éducateurs, les enseignants, qui doivent pouvoir de ce fait réfléchir à leur pédagogie autrement.
Alors, est-ce qu'on peut, justement, on parlait tout à l'heure d'étouffement parce qu'il y a trop de travail, est-ce qu'on peut faire réfléchir à l'allègement de matière, par exemple, pour un élève? Alors, un allègement de matière, c'est-à-dire des matières en moins, par exemple, au collège. Et puis, alors c'est deux messages différents, mais c'est peut-être lié. Est-ce qu'au Cérène, par exemple, il y a moins de matière et est-ce que ça peut aider? Alors l'idée, si vous voulez, c'est que ça, c'est quelque chose véritablement qui est très individualisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut alléger certaines matières, mais attention, quand on allège certaines matières, ça veut dire qu'en fait, on s'interdit de poursuivre des études qui demanderaient cette matière. Je pense à l'anglais ou je pense en fait même aux maths. On peut en fait décider d'alléger les maths, hein. Mais ça devient très compliqué parce qu'après, il n'y a quasiment plus de formation qu'on puisse faire sans avoir du tout d'anglais. Donc ça veut dire que quelque part, il faut être très prudent là-dessus. Donc moi, alors c'est le contraire, au CERN, c'est vrai qu'en fait, on intensifie les apprentissages. Grosso modo, on a fait un arbitrage, on allège l'art plastique et l'éducation musicale, parce qu'on pense que si l'enfant a fait l'essentiel à l'école, il aura tout le temps ensuite, les mercredis, les week-ends, en fait, d'aller faire de la musique, on fait un peu de sport, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on peut faire, si vous voulez, en dehors de l'école. Donc, on renforce en revanche les apprentissages fondamentaux, tout ce qui va être français, maths, histoire géo, SVT et langue vivante, parce que ça, c'est fondamental pour avancer en fait dans son cursus académique. Et donc, quelque part, on les renforce, on a plus d'heures, on a des cours plus longs, de façon à ne pas courir après le temps et permettre à ce que l'enfant ait éventuellement un tiers-temps pendant le cours lui-même, de façon à ne pas cavaler après les apprentissages. Alors, il y a une autre question. Est-ce que les tests peuvent-ils aussi prendre en compte l'impact des troubles psy, type autisme ou troubles de la personnalité? Alors, tout à fait, hein, ce bilan, il a cette ambition d'exhaustivité, sachant que le spectre autistique, ce n'est pas un problème psychologique, hein. Maintenant, on sait que c'est un problème neurocognitif. C'est une difficulté, si vous voulez, d'accès à la compréhension des signaux sociaux, hein. Et donc, ça n'est pas en fait un problème psychologique. Ce n'est pas un problème de relation à l'autre. C'est un problème de relation à l'autre parce que, si vous voulez, il y a une difficulté de compréhension de la manière dont fonctionne l'autre, hein. Ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, et savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, hein. Donc évidemment, en fait, donc ça c'est absolument fondamental, ce qu'on appelle la cognition sociale, j'en parle, hein. Sur des problèmes en fait psychologiques, ça va passer par ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est de la discussion avec les parents, en échangeant sur l'histoire développementale de l'enfant, on pourra se poser la question sur une hyperinhibition psychologique, sur en fait des difficultés de rapport en fait à la fratrie, sur des difficultés en fait émotionnelles, etc. Et on va pouvoir éventuellement proposer des échelles d'évaluation à l'enfant, même jeune, pour qu'il s'auto-évalue et qu'on puisse détecter des traces en fait de syndrome anxieux-dépressif ou de manque d'estime de soi, ou en fait d'épuisement, hein, de grande fatigue, de difficulté à faire face, etc. Donc tout ça, c'est vraiment l'ambition, c'est d'éviter, si vous voulez, d'avoir des angles morts et de surinterpréter ou sous-interpréter certaines données. Alors, j'ai aussi une question. Bon, une maman qui demande qu'est-ce que vous pensez du neurofeedback? Alors, le neurofeedback, si vous voulez, c'est donc une technique qui vise à partir de l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire on met des électrodes sur le scalp, et Oui. puis donc ça récupère les ondes qu'il y a dans le cerveau. Alors, on le fait par exemple du point de vue médical, hein, pour savoir s'il y a des atypies, par exemple de l'épilepsie, en fait, sur des signaux électriques, hein, dans le cerveau. Et donc, on est censé, en neurofeedback, maîtriser, si vous voulez, ces ondes, hein. Et donc, aujourd'hui, alors ça s'est pas mal développé. Malheureusement, force est de dire, si vous voulez, qu'il n'y a pas en fait d'études scientifiques véritablement concluantes, hein, sur l'efficacité du neurofeedback. Il faut faire beaucoup de séances. Cette maîtrise en fait des ondes, on y arrive ou on n'y arrive pas? Est-ce qu'il n'y a pas un artefact? Est-ce qu'au bout du compte, en fait, l'enfant vraiment maîtrise ce qu'il doit maîtriser? Aujourd'hui, le neurofeedback me paraît, moi, une technique dispendieuse, hein, très chronophage, et aujourd'hui qui n'est pas validée scientifiquement, hein, du point de vue de l'efficacité, hein. Il y a d'autres techniques sur les difficultés attentionnelles qui nous permettent en fait d'être plus efficaces.
Alors justement, on me demande que pensez-vous des traitements du type Ritaline sur les troubles de l'attention et quel est l'intérêt de la préméditation cognitive par logiciel pour un TDAH? Voilà. Ah pardon, remédiation, parce que je me disais c'est illisible ce qu'il y a écrit. Quel est l'intérêt de la remédiation cognitive, pardon. Absolument. Voilà, donc si vous voulez, d'abord la médication. Alors moi, je vous parle en tant que neuropsychologue et pas en tant que médecin. Ça veut dire que ça, c'est comment dirais-je, c'est le domaine de la médecine, parce que c'est une substance active qui agit en fait sur les aires frontales du cerveau et qui donc est un inhibiteur de la recapture de la dopamine, qui est en fait un des neurotransmetteurs de l'attention. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'il y a un déficit en fait de dopamine dans la fente intersynaptique chez l'enfant et que donc on permet, grâce à ce médicament, de concentrer ce produit dans la synapse et donc de rendre la synapse plus efficace. Alors, il faut savoir en fait que cette médication existe depuis les années 40. Un Ritaline, c'est parce qu'en fait, celui qui l'a découvert aux États-Unis, sa femme s'appelait Rita, et donc il a appelé en fait le médicament Ritaline. Ce n'est pas non plus un mot très très scientifique, mais ça s'appelle la méthylphénidate, qui est le produit, l'agent actif. Eh bien, si vous voulez, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement connu, compris, administré depuis des décennies. Et moi, je considère que quand comment dirais-je, l'indication est là, qu'elle est posée, que le bilan, en fait, est en faveur de l'affirmation d'un trouble de l'attention, c'est en fait un outil extrêmement précieux. Il faut que vous sachiez que c'est quasiment le seul élément de la pharmacopée qui nous permet d'agir sur les troubles, en fait, du développement cognitif de l'enfant. On n'a aucune médication sur la dyslexie, la dyspraxie, même sur les troubles exécutifs, on n'a pas de vraie médication. Alors, sur certains de troubles psychologiques ou psychiatriques, oui, il y a des agents, mais sur la cognition, on n'a que le méthylphénidate pour l'attention. Mais il faut absolument que l'indication soit posée. Ça ne pas le donner simplement par confort. On sait que dans certains pays, États-Unis, Canada, Israël, c'est donné de manière très, très libérale. Oui. Bien ou mal. En tout cas, ça permet de montrer aussi que des sociétés entières peuvent l'utiliser de manière assez souple et sans qu'il y ait de drame, si vous voulez, au niveau de l'enfant. Donc, c'est bien maîtrisé, mais moi, je pense qu'il est essentiel d'avoir un bilan sérieux pour pouvoir l'administrer, puisque ça reste une substance active. Sachant que un certain nombre de chercheurs considèrent que c'est même une substance neuroprotective. Ça permet à l'enfant d'éviter l'automédication, la cigarette ou les psychostimulants naturels comme l'alcool ou des choses comme ça, parce qu'effectivement, l'enfant sera compensé correctement par une médication qui sera ajustée. Sur la remédiation cognitive, ça c'est un autre problème. Alors, il faut savoir que la Ritaline parfois est spectaculaire dans son effet. C'est-à-dire que quelque part, avec des résultats vraiment très importants, parfois c'est plus décevant. Parfois, il peut y avoir des effets secondaires. Tout ça doit être maîtrisé et travaillé avec le médecin. Pour ce qui est de la remédiation cognitive par logiciel, c'est plus décevant. C'est-à-dire que vous allez comprendre assez facilement. Quand on a des logiciels de remédiation, ce sont des logiciels qui vont vous entraîner à une tâche particulière. Donc, vous allez par exemple faire une tâche attentionnelle qui va vous permettre d'aller chercher un stimulus en fonction d'une certaine consigne, etc. Le problème, c'est que ça va vous entraîner à réussir cette tâche, mais la grande difficulté, ça va être la généralisation, ça va être le transfert. C'est être capable, à partir de cette tâche d'entraînement, de réussir dans d'autres tâches qui demandent de l'attention, à généraliser cette focalisation attentionnelle. Eh bien, ça, ce n'est pas démontré. On arrivera à être de plus en plus efficace au niveau attentionnel sur telle tâche, mais la généralisation sur toutes les tâches attentionnelles, c'est beaucoup plus problématique et beaucoup moins prouvé. Donc, si vous voulez, il me semble que ce n'est pas forcément aujourd'hui tout à fait indiqué, puisque ça prend beaucoup de temps, ça peut être très ennuyeux, et je ne suis pas complètement certain, si vous voulez, que ce soit efficace. En revanche, par exemple pour les troubles de l'attention, mettre l'enfant en fait, dans un environnement calme, à l'école près d'un enfant tranquille, au premier rang, s'adresser à lui spécifiquement, le rappeler du regard et du geste, pouvoir en fait fragmenter son effort, être capable d'éventuellement faire des pauses cerveau, etc., etc. Oui, ça a de l'intérêt. Donner un tiers-temps, parce que pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, le temps utile peut être limité. C'est-à-dire, en fait, la rentabilité scolaire est faible. On y passe beaucoup de temps pour peu d'effets. Donc, tout ça, en fait, les aménagements peuvent faire beaucoup, beaucoup d'effets, plus parfois, en fait, que la rémunération cognitive telle qu'on l'a décrite.
Alors, j'ai aussi une question sur la méthode Tomatis. Je ne sais pas si… Donc, la méthode Tomatis est une méthode de rééducation de la Oui, dyslexie, hein, et donc une méthode phonologique. Vous avez aussi en fait la méthode de la sémiophonie d'Izzy Bellair, hein. Il faut que vous sachiez en fait que ce sont des méthodes qui sont interdites aux États-Unis, hein. Elles sont considérées comme étant non valides et donc coûteuses et d'une certaine manière non efficaces. Ce qui a pu être démontré par l'INSERM il y a 13 ans environ, dans son rapport en fait sur la dyslexie en 2007, je crois, c'est que tant qu'on fait travailler la phonologie, ça a un petit impact sur la lecture. Alors, c'était sur un groupe extrêmement réduit d'enfants, et il y avait 10 enfants dans chaque cohorte sur l'orthophonie traditionnelle, la sémiophonie d'Izzy Bellair et sur je ne sais plus très bien quoi, et puis un groupe contrôle qui n'avait rien, hein. Et bien donc, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on se rend compte que tant qu'on fait travailler la phonologie, ça a un petit impact. Donc, mais il n'empêche que la sémiophonie en tant que telle, avec l'oreillette, etc., n'a pas été prouvée comme étant une méthode efficace. Il y a eu une famille qui a levé la main. ah, Galaxy. j'ai pas vu. Peut-être que la personne peut se remanifester. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Peut-être que c'était en fait une fausse manœuvre. Oui. Voilà un peu pour la méthode Tomatis, la sémiophonie et toutes ces méthodes. Il n'y a pas de méthode miracle pour les troubles d'apprentissage. La méthode miracle, c'est un travail. Et c'est Carole qui lève la main. Voilà. Oui, bonjour. Non, on va faire pas pour la fin, sans pour la fin de minutes. Je suis encore 2 fichiers, je suis avec toi, d'accord? Oui, Carole. Oui, bonjour, bonsoir. Voilà, j'ai mon fils qui est au collège Georges Leven, qui appartient aussi à l'Alliance. Bon, qui a des difficultés, mais alors c'est complexe. Il avait fait un bilan psychologique, il a été suivi plusieurs années au CMP, mais c'est pas concluant, donc je pense qu'on va passer à la vitesse supérieure. Alors le problème, c'est que dans les collèges juifs, il y a plus de matière qu'ailleurs, donc il y a déjà une surcharge. Et surtout, il me semble que même si certains profs sont de bonne volonté, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas la sensibilisation. Est-ce qu'il est possible, en lien avec le directeur, de prévoir des interventions, des propositions d'intervention? Oui, tout à fait. Moi, je suis déjà intervenu à Georges Leven, mais ça ne se fait pas en une fois. Et puis, par ailleurs, pour votre garçon, l'idée, c'est de se retrouver autour d'une table avec un PAP, élucider ses besoins et ensuite partager avec les enseignants un certain nombre d'idées et les mettre en œuvre. C'est un travail d'itération qui ne va pas se faire avec un coup de baguette magique, mais qui part en fait des constatations que vous avez déjà faites. Et puis, donc, de ce fameux forum d'échange qui s'appelle le PAP, et qui va permettre de ce fait de réfléchir ensemble, selon les matières, aux aménagements à mettre en place, hein. Mais ça, pour le coup, il n'y a pas de problème du tout. Et de toute façon, j'ai déjà été sollicité par Georges Leven, où il y avait un chef d'établissement à l'époque, où c'est le nouvel établissement, n'est-ce pas, tout neuf, qui est du côté dans le 20e arrondissement, là. Oui, la direction a changé récemment. Mais ce qu'il y a, c'est que vous parliez justement de formation des enseignants justement à cette démarche. Au-delà, je dirais, du cas individuel, je pense que ça serait intéressant parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient tous sensibilisés, mais ça serait déjà une étape pour adapter, parce que ce qui m'est revenu l'an dernier, c'est que certains ont du mal justement à adapter l'enseignement, à se focaliser sur un élève. Et hormis les préconisations, vous voyez, par exemple pour les feedbacks, enfin, bon. Bien sûr, et ça, j'y suis tout à fait prêt. L'ambition, en fait, avec Madame Borgel, c'est justement, en fait, de pouvoir… Il y a d'autres élèves qui ont d'autres difficultés, mais je pense que déjà une information, sensibilisation, pourquoi pas enseignants, parents, déjà si dans la conception générale du cours et de l'enseignement, il y a déjà une évolution de pratique, ça déjà aidera l'ensemble des élèves, ce n'est pas le seul. Et ensuite, on peut effectivement individualiser les PAP, mais je pense que cette démarche serait nécessaire, parce que moi, je suis depuis 3 ans. Je pense qu'il y a vraiment un décalage, je le constate, entre ce que vous dites, les pratiques ailleurs et les pratiques que je vois. Chaque année, il faut remettre il faut refaire le point. Je m'aperçois au bout de 2 mois que les enseignants ne sont pas au courant, alors qu'il a une notification MDPH, un dossier, vous voyez. Donc, oui, tout à fait.
Je pense qu'il y a une dynamique à remettre en Tout à œuvre. fait. On en avait parlé avec le directeur qui est arrivé depuis 1 an et qui serait d'accord, mais peut-être qu'il faut une aide de l'extérieur et forcément, on est là aussi pour aider, soutenir. Hein. Pour relayer. Absolument. Madame Borgel, vous vouliez intervenir? Oui, non, je disais que je conseillais à cette maman de reprendre contact avec le chef d'établissement, avec le professeur principal, d'insister, de demander un rendez-vous et de s'asseoir, comme l'a proposé Monsieur Glazel, autour d'une table et de noter les aménagements et puis de suivre après ce qu'on fait aussi à Rachid, ces aménagements, c'est-à-dire qu'on fait des bilans régulièrement ou au milieu du trimestre ou en fin de trimestre, savoir si les aménagements sont suivis, pas suivis, efficaces, pas efficaces. Est-ce que l'élève a évolué? Parce que parfois, ça va très vite. Certains élèves demandent un tiers-temps, mais finalement ne l'utilisent pas ou plus, ou l'utilisation de l'ordinateur, et ça évolue au cours de la scolarité. Donc, j'invite cette maman vraiment à insister pour avoir un rendez-vous. Monsieur Guez travaille avec moi et je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait Oui, ouvert. tout à fait. Mais après, par exemple, le tiers-temps m'a dit non, c'est pas possible parce qu'ils doivent quitter les classes. Moi, je pense que c'est plutôt l'aménagement des preuves. Mais bon, écoutez, je vais voir ça avec lui. Mais je Avec pense plaisir. que malgré tout, l'intervention de M. Glaziel dans une perspective plus globale serait quand même intéressante. Eh bien, ce serait super, avec grand plaisir. Voilà, parce que de toute façon, on a dit… J'en parlerai au directeur de toute manière, directement. Avec plaisir. Sachant que donc, en fait, ça touche en fait entre 1 et 3 enfants par classe. Donc, une fois de plus, ça touche tout un chacun. C'est le syndrome 10, maintenant on commence à mieux les connaître. Il y a les troubles du langage oral, les dysphasies, les troubles du langage écrit, les dyslexies et les dysorthographies. Il y a en fait les dysgraphies, les dyspraxies, les troubles du geste ou de l'écriture. Il y a les troubles en fait du sens du nombre, qui n'est pas en fait être mauvais en maths, mais avoir des difficultés à maîtriser le sens du nombre. Les questions en fait de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et on sait ô combien que ces troubles de l'attention sont considérés comme étant prégnants à l'école. Les syndromes dysexécutifs qui sont moins bien compris autour de la planification, l'anticipation, la flexibilité mentale. Les troubles de la mémoire qui sont heureusement très rares chez l'enfant, difficulté d'encoder ou récupérer de l'information. Les troubles du spectre autistique, on en a parlé, c'est la cognition sociale. Et enfin, ce qu'on appelle aussi chez ces enfants, on fait des talents particuliers, parce que comme je l'ai dit, tous ces enfants-là sont des enfants pertinents, des enfants en fait qui ont toutes sortes d'une appétence pour toutes sortes de domaines et sur lesquels on peut s'appuyer. Et donc, ils peuvent avoir des talents particuliers. On a dit aussi certains enfants qui peuvent être même précoces ou surdoués et qui pourtant en fait présentent un trouble 10. Tout ça, en fait, ça peut se chevaucher. Il peut y avoir des intersections entre tout ça. Et donc, dans ce maquis, il faut pouvoir en fait se diriger sur la base en fait d'un bilan en fait qui nous permettra d'avoir un bon point de départ et de juger s'il y a des progrès ou pas. Voici un peu toute la logique, si vous voulez, du diagnostic. Par ailleurs, évidemment, ces objectifs des troubles, c'est ça pas simplement pour mettre un nom ou pour mettre en fait une sorte de label, et c'est toujours utile pour communiquer, mais le label nous intéresse beaucoup moins que les besoins de l'enfant. C'est être capable de se dire quel est le besoin de l'enfant sur cette base-là. Un enfant dysgraphique, il peut être dysgraphique pour toutes sortes de raisons, mais en tout cas, ses besoins sont les mêmes, quelle que soit sa dysgraphie, de l'allègement du geste, travail au clavier, dictée vocale, etc. Il faut aussi être très vigilant en se disant que l'échec apparent, si vous voulez, à une tâche, peut très bien ne pas être dû à une difficulté à comprendre cette tâche, mais un problème avec une autre étape. J'ai dit tout à l'heure, un enfant, par exemple, qui fait une opération et qui a du mal à se rappeler de la procédure ou qui est très désorganisé dans la page pour une question de dyspraxie ou de syndrome dysexécutif, ce n'est pas la même chose que de ne pas maîtriser en fait la procédure de l'addition. Donc tout ça, ça va nous permettre d'élucider en fait à la fois les points forts et les difficultés de l'enfant et d'adapter, si vous voulez, auprès de chaque enfant les aménagements. Et ça, ça peut se faire de deux manières différentes. Quand l'enfant est dans un système ordinaire, une fois de plus, ça peut être, il n'y a pas tant d'enfants que ça, il y en a 1 à 3, c'est déjà pas mal, mais en fait, l'enseignant peut dédier un peu plus de temps à ces enfants-là, ou bien, en fait, comme on a pu le faire chez nous au CEREN, ou éventuellement dans le projet qu'on évoque, Madame Borgel et moi-même, c'est effectivement un espace, un temps, si vous voulez, au cours duquel l'enfant va pouvoir être remis en selle, être stimulé en fait dans ses apprentissages, lui apprendre et lui donner les outils de son indépendance en classe, et donc de pouvoir réintégrer ensuite, à l'issue d'un passage dans une classe dédiée, retrouver le système ordinaire une fois en fait ces outils de compensation maîtrisés. C'est tout l'enjeu de notre travail.
Voilà, avec une vigilance évidemment sur la spécificité, puisqu'il y a les apprentissages académiques traditionnels, plus les apprentissages religieux, avec ce qu'on a dit sur les spécificités de la langue, et donc de réfléchir à cette sorte de rencontre qui permettrait effectivement à ces enfants de continuer leur parcours tel que le souhaitent leurs parents, tout en recevant, si vous voulez, cet accompagnement dédié qui leur permet d'apprendre à contourner leurs difficultés dans le but de réintégrer le système standard. Voilà. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Donc, une classe sereine, qu'est-ce que c'est? Est-ce que peut-être… Ah, pardon, je vais vous laisser peut-être continuer. Non, parce que je pense qu'on a bien avancé. L'idée, j'ai dit à peu près l'essentiel maintenant aujourd'hui, puisqu'on parle en fait de mettre le doigt sur les difficultés au niveau d'ajuster les objectifs pédagogiques, de savoir que ces troubles ils sont spécifiques et quelle étape est en cause et de la contourner de manière élective. C'est ça tout l'enjeu. C'est pour ça qu'il faut comprendre la tâche, qu'il faut comprendre le fonctionnement de l'enfant et que l'acte de transmettre doit être de ce fait fertilisé par cette compréhension, par cette grille de lecture qui permettra à l'enseignant de transmettre les savoirs différemment. Voilà. Alors, pour ce qui est de la classe sereine, la classe sereine, c'est une classe à petits effectifs, de 12 à 15 élèves, qui reçoit des enfants qui ont des troubles des apprentissages sur une logique de 2 à 4 ans, c'est-à-dire en fait 2 ans minimum, 4 ans maximum, puisque c'est 2 ans on voit mal en fait comment transmettre ces outils et ces manières de fonctionner à l'enfant de manière trop rapide. Et puis ensuite, il faut un certain temps pour réfléchir à la meilleure solution de réintégration. Généralement, on se donne 4 ans maximum parce qu'on pense en fait qu'il faut que l'enfant retourne quand même assez rapidement dans le système ordinaire, sinon il va rester en fait dans une logique un peu différente trop longtemps et donc une difficulté de se réintégrer. Donc petits effectifs, logique donc de passerelle et spécificité, si vous voulez, de la prise en charge, avec une intégration sur place de toutes les prises en charge, scolaires et paramédicales, c'est-à-dire en fait l'enfant va suivre le parcours scolaire de l'école et avoir les prises en charge paramédicales sur place, de façon à éviter la dispersion des énergies et surtout une bonne compréhension complète de l'enfant. Parce que s'il y a de l'orthophonie d'un côté et que le prof de français, en fait, il fait un truc qui n'a rien à voir, si vous voulez, ça va poser un problème. Donc, il faut faire converger, si vous voulez, les expertises et la compréhension de l'enfant. Le dernier point, c'est d'adapter. Si vous voulez, c'est que tous ces enfants sont compétents, donc ils vont faire le programme scolaire standard, le même que leurs camarades, mais il va être adapté dans le sens où il y aura des supports pédagogiques adaptés qui, du point de vue matériel, sont plus accessibles, mais qui travailleront aussi le contenu. On ne changera pas les concepts. Si vous voulez, le théorème de Pythagore restera le théorème de Pythagore, ou chercher le verbe, ça restera chercher le verbe. Donc, on ne change rien. On n'est pas moins 10 ans sur les apprentissages, etc. En revanche, on s'assure, si vous voulez, qu'ils sont présentés du point de vue matériel ou langagier de la manière la plus digeste possible pour que l'enfant, en fait, ne soit pas perdu dans l'apprentissage. Sachant que tout ça peut être utilisé en papier-crayon, de manière traditionnelle, mais ça peut être aussi utilisé sur l'écran de l'ordinateur avec une boîte à outils logicielle. Et là, évidemment, on rentre dans la question de l'adaptation, du contournement, qui permet à l'enfant d'utiliser un clavier, un retour vocal, une dictée orale, tout ce qui pourra lui permettre de mieux fonctionner à la maison ou à l'école en dépit de son trouble. Alors, j'ai parlé de classe CM1, CM2, 6e. On me demande dans le chat et pourquoi pas les autres classes du collège, parce que pour le moment, on est en train on démarre, on tâtonne. C'est déjà une première étape, une classe de cycle 3. Alors, évidemment, pour les autres classes du collège, on a des aménagements actuellement à Rachid, dans chaque classe du collège et du lycée. On a des PAP, des aménagements. Les enseignants tiennent compte de ces aménagements et de cette prise en charge. Donc, voilà, c'est une classe intégrée pour le cycle 3, mais dans les autres classes, il y a aussi quelque chose qui est fait de manière habituelle et déjà depuis 3 ans. Voilà. C'est une logique, en fait, évidemment, qui dépasse cette classe simple. C'est finalement de pouvoir diffuser en fait, ces pratiques-là, y compris dans les autres niveaux, que des enseignants qui seraient de cette classe ou d'une autre puissent se dire, j'ai un enfant en difficulté, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me heurte à un bec, et donc qu'est-ce que je fais pour compenser? Comment vais-je pouvoir en fait réussir à penser cette difficulté et à la résoudre? Voilà. Donc il y a une logique là aussi de tache d'huile qui devrait là aussi permettre de créer une culture
en fait d'accueil, si je comprends bien votre projet, Madame Borgel, et qui permet en fait à la fois d'enrichir l'enseignement traditionnel, mais aussi de faire attention aux enfants qui pourraient avoir besoin d'aménagements particuliers. Tout à fait. Le fait d'avoir une classe intégrée du CEREN va éveiller tout le monde, je pense, à ces enfants et finalement aux méthodes qui sont utilisées. Absolument. Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup en fait de ce qu'il y avait à dire, hein, puisque finalement cette culture scolaire, c'est effectivement de toujours penser une tâche scolaire dans deux de ces aspects. D'une part, il y a un aspect de l'objectif pédagogique, hein, apprendre l'addition, apprendre le théorème de Pythagore, apprendre à repérer le verbe dans la phrase, et puis derrière, il y a tout le formalisme, si vous voulez, hein, il y a toute la manière dont on le présente, et ça c'est finalement une manière de faire, c'est une discipline, c'est une manière d'enseigner qui va permettre de dissocier ces éléments, de toujours viser l'objet pédagogique sans noyer l'enfant en fait, dans un formalisme qui lui serait comment dirais, difficile d'accès. Hein, ça peut être tout simplement parce que j'ai du mal à lire, il faut passer par l'oral. Hein, ça ne veut pas dire qu'on abandonne la lecture, pas du tout. On l'enrichit par ailleurs avec l'orthophoniste et avec un certain nombre d'outils, mais que, en fait, pendant ce temps d'adaptation, l'enfant peut bénéficier d'outils de contournement. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que, donc on a dit l'essentiel là-dessus, les outils actuels nous permettent de faire un diagnostic fin, hein, de voir ce qui est préservé, ce qui est plus fragile, savoir avec quel professionnel travailler, pourquoi, avec quelle intention et quelle intensité, et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour contourner les difficultés de l'enfant. Un des mots clés peut-être pour finir, c'est de dire que je rebondis sur ce que disait cette famille autour en fait de l'épuisement de l'enfant. Hein. Le programme scolaire est généralement très dense, surtout quand on est en plus, quand on rajoute une matière de plus ou une série de matières de plus comme arachide, hein, c'est qu'on se retrouve avec une double contrainte, et donc l'enfant en fait se retrouve très souvent dans des tâches multiples. Hein, il fait plusieurs choses en même temps qu'il a du mal à réaliser. Et donc, résultat des courses, en fait, il y a une sorte d'épuisement cognitif. L'idée, c'est vrai pour tout, c'est-à-dire formuler ses idées à l'écrit et les écrire. Ça, c'est une double tâche. Si on a du mal à écrire, ben, on va produire très peu parce que quelque part, on aura du mal à écrire lisiblement et on réduira la quantité d'écrits, on écrira mal, on fera plein de fautes d'orthographe. Pas parce qu'on est mauvais en orthographe, parce qu'on est contraint, si vous voulez, par cette question du geste. Lire et comprendre. Si on a du mal à lire parce qu'on est dyslexique, ben lire et comprendre, c'est une double tâche, c'est très lourd. Hein. Donc l'enfant va se retrouver épuisé dans ses ressources attentionnelles par rapport à tout ça. Écrire et faire attention à l'orthographe. Donc l'idée, c'est que c'est ça, un des secrets, si vous voulez, de cette approche, c'est d'éviter les doubles tâches et donc de focaliser l'attention de l'enfant sur ce qui fait sens pour l'apprentissage et pour cette leçon-là en particulier. C'est un des principes fondamentaux. Si vous voulez, pour illustrer ce que je viens de dire, c'est que si vous êtes dans une tâche A, hein, que vous avez entraîné, eh bien, le réservoir que je vous montre, c'est le réservoir attentionnel. Notre réservoir attentionnel, il est toujours limité. On peut pas, on a tous des contraintes attentionnelles. Donc, si en fait on s'entraîne et qu'on y arrive, par exemple à lire, eh bien en fait cette tâche-là va consommer de moins en moins de ressources attentionnelles. Elle sera automatisée. Elle va donc libérer tout un espace pour faire le reste, comprendre, réfléchir, analyser, faire des liens logiques. Si, donc à ce moment-là, on va pouvoir finalement faire des tâches complexes sur la base de cette tâche initiale. Si au contraire, si vous voulez, cette tâche A n'est pas automatisée, donc en fait on ne va pas libérer d'espace mental, eh bien ça va obérer toutes nos chances de pouvoir utiliser des ressources attentionnelles pour faire autre chose. On va lire simplement pour déchiffrer, par exemple. Et donc à ce moment-là, on va être très vite saturé et donc épuiser toutes nos ressources attentionnelles. C'est toute la logique, si vous voulez, de ce travail de compensation qui va permettre à l'enfant d'accéder au contenu des apprentissages sans être gêné par la manière dont on les propose ordinairement. Et c'est ce travail de cette culture-là, en fait, qu'on peut instiller auprès en fait, de l'enseignement et auprès de l'enfant pour lui apprendre à travailler autrement. Merci de cette invitation et à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Monsieur Glazel. Au revoir. Au Au revoir, à revoir. bientôt. Au revoir tous les parents.